D'accord. Merci beaucoup pour, chers amis et chers collègues, d'être venus à cette séance du séminaire Spinoza à Paris 8, qui est un peu délocalisé, malgré son nom, il ne se tient pas à Paris 8 aujourd'hui, ici à la Maison des Sciences de l'Homme de Paris Nord, qui d'une certaine façon est aussi un peu Paris 8, donc c'est pas complètement délocalisé quand même. À cause des blocages de la fac, on n'a pas voulu prendre le risque de se retrouver empêché de travailler. Donc j'espère que, bien sûr, on pourra bientôt reprendre nos séances dans les locaux même de Paris 8 à Saint-Denis. Quoi qu'il en soit, donc aujourd'hui on a le grand plaisir de recevoir Yves Citon pour un exposé sur Spinoza médiologue, Spinoza écologue, discussion de éthique 2, 14, 29, et avec un argumentaire qui est tout à fait alléchant sur la question du rapport à la nature. Je ne vais pas évidemment le lire à la place de Yves qui va présenter lui-même cet exposé. Bon, quelques mots sur Yves Citon, donc, qui est professeur actuellement de littérature et de médias à l'université Paris 8. Donc, après avoir enseigné à l'université à Grenoble-Alpes et à l'université de Pittsburgh, donc Yves Citon co-dirige la revue Multitude. Nous avons ici dans la salle son directeur, directeur des éditions Amsterdam, donc Vidal. Il a publié récemment donc Médiarchie en 2017, une écologie de l'attention en 2014 aux éditions du Seuil, et ainsi que, un peu plus ancien, Zazirocratie 2011, Mythocratie 2010 aux éditions Amsterdam. Alors, je suis venu avec le livre de Yves Citon, et donc il a publié sur Spinoza beaucoup de choses, notamment donc, un collectif avec Yves Lordon sur Spinoza et les sciences sociales, et puis ce livre, L'envers de la liberté, l'invention d'un imaginaire spinoziste dans la France des Lumières. Je ne sais pas si, je pense que les spinozistes évidemment le connaissent. C'est un livre très intéressant, je l'ai relu pour la circonstance, je connaissais bien évidemment. C'est un livre très intéressant parce que c'est un livre qui offre une version, comment dire, une espèce de lecture du XVIIIe siècle, enfin de certains auteurs du XVIIIe siècle, qui sont montrés par Yves Citon comme hantés par une espèce de spinozisme qui n'est pas toujours explicite, même qui est rarement explicite, puisque, comme Yves le fait remarquer dès le début de son ouvrage, aucun des auteurs du XVIIIe siècle, même s'ils étaient très influencés, enfin, je ne sais pas supposer que le mot influencé veut dire quelque chose, enfin, qu'ils aient beaucoup lu Spinoza, ne se revendiquent spinozistes, alors que la revendication de spinozisme n'était pas encore vraiment peut-être possible au XVIIIe siècle. Mais donc ils sont, comme dit Yves, hantés par cette espèce de figure spinoziste, cet envers de la liberté, c'est-à-dire une sorte de déterminisme. Et donc l'ouvrage de Yves Citon consiste à faire une sorte de parcours qui suit d'une certaine façon le développement de l'éthique et de l'œuvre de Spinoza de façon systématique. Alors ça, c'est pour des bas de page, c'est la structure progressive de l'ouvrage, et au-dessus, chapitre après chapitre, dans le texte, on a une série de points qui sont faits, enchaînés bien les uns avec les autres, sur divers sujets, alors, qui reprennent en gros à peu près toutes les couches, les strates du système spinoziste. Alors, le livre est intéressant, non seulement parce que il montre une connaissance, pour moi, extraordinaire du XVIIIe siècle, donc d'auteurs qu'on connaît mal. Évidemment, tout le monde connaît Diderot, mais les autres auteurs dont je parle sont moins connus. Donc c'est déjà, ça apporte énormément. Et surtout, donc il y a toute une lecture de ces auteurs, mais il y a aussi une interprétation du spinozisme à l'intérieur, de la part de Yves Citon. C'est-à-dire, c'est pas simplement une présentation, ou une description, ou une polyphonie. Il y a vraiment une lecture. Et cette lecture consiste, pour le dire d'un mot, je ne veux pas être long, je crois que c'est important de situer un petit peu la ligne explicative d'un auteur, consiste à combattre... Bonjour. Vous avez bloqué dehors, non? C'est pas ça? Non, j'étais perdu. Installez-vous juste. Je suis en train de présenter l'ouvrage de Yves Citon, L'envers de la liberté. Donc, il s'agit de présenter un spinozisme qui serait, pour l'essentiel, non individualiste. C'est-à-dire que Yves Citon
fait raisonner. Un des plus beaux chapitres du livre, c'est le chapitre Résonance. J'ai beaucoup aimé particulièrement, enfin je les ai tous, mais celui-là j'aime particulièrement. Il s'agit de faire résonner un spinozisme, disons, sous toutes ces harmoniques non individuelles ou, comme dit Yves Citon, en anticipant sur Simondon et sur Balibar, transindividuelles. Et donc, l'accent est toujours mis, chapitre après chapitre, sur ce qui fait que Spinoza propose à ces hommes du XVIIIe siècle, souterrainement, indistinctement, parfois confusément, mais propose quand même diverses modalités du transindividuel, du polyphonique, du multiple. Et alors, je pense que la phrase qui structure toute cette interprétation, c'est mon interprétation de ton interprétation, c'est le passage où Spinoza dit que l'homme n'est pas un empire dans un empire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation. Il y a une espèce de continuité, et donc c'est pour ça qu'il y a un très beau chapitre sur la résonance, où il est question de montrer comment Spinoza, la philosophie de Spinoza, peut faire entrer en résonance, par ses thèmes, etc., d'autres philosophies, un peu comme une corde de piano, si vous voulez, peut faire vibrer d'autres cordes pour peu qu'on enlève les étouffoirs, sans pour autant qu'elles se soient touchées, sans qu'il y ait contiguïté. Donc c'est un peu contre le modèle mécanique. Alors, c'était particulièrement important de dire ça parce que, tout en te lisant, je me disais, mais que fait-il de la théorie spinoziste selon laquelle plus nous connaissons les choses singulières et plus nous connaissons Dieu, et que fait-il aussi de la démocratie qui est nécessairement, pour reprendre en tes termes, corpusculaire, puisque au moment où je vote, je suis séparé des autres par l'isoloir, par ma destinée propre, etc., etc. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Citon a fait tout un tableau, à la fin de ce chapitre ou d'un autre, je ne sais plus, pour montrer que ces deux modèles existaient en effet, mais que Spinoza pouvait être envisagé spécifiquement sous le modèle de la non-contiguïté mécanique, mais au contraire une espèce d'expansion qui chez lui faisait toujours une espèce de tisser des réseaux, il emploie beaucoup le mot de réseau. Et puis aussi le terme d'égalité. Donc, il y a un petit peu de Latour qui circule à certains moments, il y a un petit peu de Rancière qui circule à d'autres moments, il y a un petit peu de Derrida, bien sûr, puisque c'est une philosophie qui hante le XVIIIe siècle. Donc c'est une lecture vraiment contemporaine, très cohérente du spinozisme à travers la lecture qu'a pu en faire le XVIIIe siècle. Moi, je voulais dire quand même quelques mots sur ton livre, parce que je recommande évidemment sa lecture à ceux qui ne le connaîtraient pas. Et donc, je pense que ce que tu vas nous dire aujourd'hui sur le rapport à la nature aura peut-être quelques rapports, ou alors tu vas dire juste le contraire. Nous allons bien sûr le découvrir avec toi. Merci beaucoup. Tu as la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charles, à la fois pour cette introduction qui me fait beaucoup trop d'éloges. Merci pour l'invitation à venir parler ici dans cette série. Cette série que j'ai pas encore assisté à ceci. Non, ça va, tout est très bien. Par contre, j'ai regardé plusieurs épisodes sur Internet et le dernier que j'ai, les premiers et le dernier que j'ai regardé encore hier soir, c'est celui avec Bruno Latour, où pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Bruno Latour raconte la négociation qu'il a eue, lui Bruno, avec Bénédicte Spinoza. Et dans la deuxième partie, Charles vient ici pour incarner Bénédicte et répondre, et on a live on stage le dialogue de Bruno et de Bénédicte, et c'est un moment, pour moi, c'était vraiment un moment où j'étais ému aux larmes. Sérieusement, ça m'arrive de temps en temps, et là, c'était un moment, Latour qui revisite toute sa philosophie et toute sa théorie des modes d'existence en dialogue vraiment intime avec Spinoza, et ce dialogue qui se conforme à la fin, je vous conseille, c'est vraiment un très très grand moment d'audiovisuel et de présence à distance. Alors, c'est tellement inspirant que je me suis dit, il faut que je continue cette histoire. Alors, je ne vais pas prétendre avoir vu Bénédicte il y a quelques semaines, tu répondras à sa place peut-être si tu veux, mais j'ai envie de poursuivre l'argumentation que proposait Bruno Latour sur un point, parce que forcément, lui, il couvrait toute une série de points qui étaient très riches et très rapides. Là, je vais en prendre un qui est sur cette question de la nature, du comment interpréter le Deus sive natura, le Dieu ou la nature. Et j'ai donc proposé un parcours essentiellement en deux temps. D'abord une réflexion un petit peu vague sur le Deus sive natura dans un contexte de
Alors appelez ça anthropocène, appelez ça capitalocène, appelez ça conscience écologique, etc., etc. Donc ça sera une première partie. Une deuxième partie, et je ne suis pas sûr de leur articulation, qui essayera de se poser la question de, dans la nature spinoziste, où situer les médias. Et apparemment ça n'a pas grand rapport, mais il me semble, j'espère que ça en a. Et jusqu'à ce matin, je n'avais pas de troisième partie, mais je sais que je suis en France et chez Charles Ramond, donc il faut respecter un petit peu les pratiques de la philosophie indigène. Et donc j'ai trouvé une troisième partie ce matin sur ma table de petit déjeuner, que je verrai comme dernière image d'ici. Alors, et par ailleurs, juste une petite note en bas de page. Merci beaucoup donc Charles et Jack de m'avoir invité à parler ici. J'ai jamais vraiment été philosophe, j'ai beaucoup lu et j'aime toujours beaucoup Spinoza, mais en gros j'ai 10 ans de retard par rapport à la bibliographie de Spinoza. Je me suis plongé il y a quelques années et là ça fait 10 ans que je ne lis plus vraiment ce qui se publie sur Spinoza, donc je suis sûr qu'il y a plein de choses que je vais balbutier qui ont été dites beaucoup mieux, en particulier sur le rapport Spinoza, nature, écologie. Jérôme Vidal qui est là et qui m'avait lancé un petit peu sur cette piste pendant une discussion, il me disait « Oui, ce serait bien que tu fasses un truc sur Spinoza et l'écologie ». Et forcément, moi, je fais tout ce que me dit Jérôme Vidal, donc je commence à travailler aujourd'hui, mais il m'a aussi envoyé, parce qu'il fait le boulot pour moi, il m'a envoyé une référence centrale sur Spinoza, écologiste, que j'ai toujours pas lu, donc voilà, j'ai pas fait mon boulot, mais le boulot, je vais en fait le déléguer à Jacopo Razmi. Il y a quelqu'un d'autre qui est ici, qui s'appelle Jacopo Razmi, qui fait un doctorat, qui est en train de finir un doctorat merveilleux sur des questions justement d'écologie, et en fait, c'est lui qui va m'aider à essayer de faire quelque chose autour de cette nature. Donc là, c'est vraiment les premiers jets de quelque chose, donc je ne sais même pas si ça va tenir la route, vous me direz plus tard ou pas. Alors, le Deus Sive Natura, d'abord c'est quelque chose d'énorme, voilà, c'est pas moi qui vais en dire quelque chose de nouveau, mais ce qu'on dit habituellement, c'est qu'il faut bien faire attention à la préposition qui est au milieu, qui n'est pas le ou out, qui serait un ou exclusif, ou bien c'est la nature, ou bien c'est Dieu, hein, soit l'un, soit l'autre, mais que c'est une autre forme de ou en latin, le sive, qui nous dit, je crois qu'on pourrait peut-être traduire ça en anglais par also known as, non, Dieu qu'on peut aussi nommer nature, hein, nature qu'on peut aussi nommer Dieu. Donc ça, je pense, mais vous me direz si c'est le cas, qu'il y a une sorte de consensus dans la communauté spinoziste de faire la différence entre les deux, et donc voilà, qu'on n'a pas forcément à choisir, mais qu'on pourrait peut-être les articuler ensemble. Alors cette articulation, il me semble qu'elle a quand même été majoritairement dans, disons, l'époque moderne, pour aller vite, une réduction de Dieu à la nature. À savoir, quel est le scandale de Spinoza? C'est de faire semblant de parler de Dieu dans l'éthique, dans un traité théologico-politique, dans toute une série de textes, etc., mais qu'il aurait utilisé la référence à Dieu pour pouvoir faire de la philosophie, peut-être même pour être compris par certaines personnes qui le lisaient, mais qu'en fait, ce qu'il veut nous dire, c'est, comprenez, nature, là où je mets Dieu. Et je mets Dieu pour différentes raisons, mais ce que nous, et les nous, c'est les nous matérialistes, les nous post-lumière, les nous marxistes du XXe siècle, etc. Nous sommes tous évidemment matérialistes, nous rejetons évidemment les superstitions et ce que les religions ont toujours de superstitieux. Dieu, on n'en a rien à faire, et donc quand il dit Dieu ou la nature, nous on traduit la nature et on oublie Dieu. Il me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que c'était quand même pendant plusieurs siècles, en tout cas plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, l'interprétation dans laquelle se situe le courant spinoziste auquel j'appartiens, avec des gens comme Frédéric Lordon, avec des gens comme Negri et Jérôme Vidal, etc. Bruno Latour donc intervient chez vous, je pense que ce n'est pas le premier, mais il fait cette splendide intervention en 2016 dans le cadre de ce séminaire, et il renverse tout. À savoir, il va conclure en nous disant il faut interpréter sive comme out. C'est pas du tout que l'un serait là pour remplacer l'autre, etc. En fait, il y a deux grands mouvements et deux grandes références dans l'éthique. De la partie 1 à la partie 4, ça serait la nature, et ça serait une nature qui, en termes latouriens, se résout en réseau. Des réseaux de causes et d'effets. C'est la concaténation des causes et des effets qui produit la nature. Et qu'est-ce que nous dit Spinoza
de la première partie jusqu'à la quatrième partie, c'est que justement la nature c'est un ordre, une concaténation de causes et d'effets, cause de soi, et que la raison nous aide à comprendre les effets par les causes, et que c'est par la raison qu'on va pouvoir gagner en maîtrise sur les causes, sur le fonctionnement de la nature, et peut-être acquérir une liberté. Sauf que Latour nous dit, qu'est-ce qui se passe dans la cinquième partie de l'éthique pour Latour, cette espèce de grand travail de mise à plat dans l'immanence de concaténation de causes et d'effets, c'est fait pour nous conduire dans la cinquième partie de l'éthique à une sorte de transcendance, une expérience ou une pensée mystique, retour de la transcendance, qui aurait fait tout ce travail pour nous ramener à la béatitude, pour nous ramener à quelque chose dont même le vocabulaire est très difficilement traduisible dans les termes de l'immanence. Donc forcément, comme toujours, Latour est très espiègle, il dit des choses, je vous invite vraiment à regarder cette conférence où toutes les 5 minutes, il dit un truc absolument scandaleux qui va prendre directement à contre-pied tout ce que tout le monde a pu dire sur Spinoza, et il le dit comme ça avec une bonne humeur et une évidence remarquable. Donc c'est vrai que ça, c'est réjouissant. Et donc il faut forcément prendre au xème degré ce qu'il nous dit à propos de cette cinquième partie et de ce retour à la transcendance. Mais en tout cas, il a le mérite de dire quelque chose de très différent de ce qu'on dit actuellement. Ce qu'on dit habituellement, c'est pas Dieu, et on le barre pour aller où? La nature, et c'est ça qui est vrai, la matière, même le parallélisme matière-esprit, etc. Non. Il y a la nature, et puis il y a quelque chose d'autre. Il y a les réseaux, en termes latouriens, et puis il y a la religion, ou le religieux, Rel, dans son système des modes d'existence. Res, c'est pour réseau, je vais pas mal jouer là-dessus. Res, c'est pour réseau, et Rel, R-E-L, c'est pour religion. Bon. Moi, c'est pas ça que je vais vous dire. Je vais essayer de rester dans le Siwe comme also known as. On peut parler de nature ou on peut parler de Dieu, mais je vais essayer de vous faire sentir, et peut-être de vous faire admettre, que ce n'est pas la même chose de parler de Dieu ou de la nature, et que l'un est aussi valable que l'autre, et que s'il y a quelque chose à faire pour des gens qui, comme moi, se situent dans une tradition matérialiste de lecture de Spinoza, même si on sait que Spinoza n'était pas athée, n'était pas matérialiste au sens où on a pu définir ça ultérieurement, si c'est beaucoup plus complexe, si le parallélisme entre l'esprit et le corps résiste justement à la notion même de matérialisme, n'empêche que remettre Dieu dans le spinozisme et rejeter ou résister en tout cas à sa réduction, Latour parle beaucoup de réduction, de réductionnisme, il s'oppose à ça, donc résister à la réduction de Dieu à la nature, c'est ce que j'aimerais penser avec vous. Alors, comment le penser? De nouveau par des effets de résonance. Je suis très, très heureux, non seulement que tu aies mentionné Latour tout à l'heure et les réseaux, mais en plus ces effets de résonance. Il me semble vivre, moi aujourd'hui 2018, dans un monde où toute une série de concepts, toute une série plutôt encore que des concepts de sensibilité, pointent vers quelque chose de plus qu'une nature qui serait réduite à des réseaux de causes et d'effets tels que peut les comprendre la raison. Je pourrais donner quelques exemples du côté de la pensée justement écologique ou écologiste. Il y a quelqu'un qui s'est explicitement inspiré de Spinoza pour penser l'écologie profonde, qui est Arne Naess, N-A-E-2-S, qui construit toute sa pensée de l'écologie profonde à travers des références assez fréquentes à Spinoza. Et ça serait pour moi la notion de valeur intrinsèque, que les choses singulières de la nature ont une valeur intrinsèque qui excède ce que nous, humains, pouvons nous approprier par leur utilisation. Donc là, il me semble qu'on a une thèse forte qui dit oui, on parle de la nature, oui, on est dans un raisonnement sur l'environnement, sur la relationnalité entre des individus et leur environnement, sur l'écologie particulière qui se revendique une écologie profonde. Et qu'est-ce qui définit cette écologie profonde? C'est quelque chose d'irréductible dans ce que nous appelons habituellement nature, composé de réseaux de causes et d'effets. Et ce qui est irréductible, on va parler de valeur intrinsèque. Il y a quelqu'un d'autre, aussi un philosophe, alors plus contemporain,
qui est un camarade de multitude, qui s'appelle Frédéric Nérat, qui a fait un livre, je crois que c'était l'année dernière, mais c'était peut-être il y a 2 ans, qui s'appelle « La part inconstructible de la Terre ». La part inconstructible de la Terre, que je vous recommande, que moi j'aime beaucoup, qui se trouve être une critique, à mon avis, excessive de Bruno Latour. Il cherche toute une série de citations chez Bruno Latour pour essayer de l'épingler sur un tableau de chasse. On pourrait trouver plein d'autres citations chez Bruno Latour pour montrer que ce tableau de chasse ne correspond pas tout à fait, mais peu importe. Ce que Frédéric Nérat appelle justement l'inconstructible, il s'agirait de respecter une part inconstructible de la Terre, il me semble que ça résonne avec cette idée de valeur intrinsèque. Il y a quelque chose dans la nature qui excède ce que nous pouvons en comprendre, parce que ce que notre raison peut en comprendre, c'est toujours une raison, alors je vais appeler tout à l'heure extractiviste, à savoir c'est une raison qui essaye d'extraire du chiffre, d'extraire des figures. On est ici avec Charles Ramon qui a fait ce très très beau livre sur la quantité chez Spinoza, il y a vraiment tout ton livre, il me semble que ça nous dit aussi ceci, que la vision spinoziste du monde qui nous est proposée, c'est une vision qui essaye, même si elle ne peut pas le faire pratiquement, mais qui a pour horizon d'extraire de la nature du chiffre. Et qu'est-ce que nous disent ces penseurs d'une écologie un peu profonde? Il faut reconnaître une valeur intrinsèque ou de l'inconstructible qui est justement au-delà ou en deçà, on pourra peut-être en discuter plus tard, de ce que nous pouvons extraire comme chiffre, comme réseau d'explication, comme réseau de causalité, de cause à effet, à travers nos connaissances. Il y a un troisième penseur que, Charles, tu as aussi mentionné, tu avais lu mon truc avant, qui est Simondon. Tu as parlé de Simondon tout à l'heure, je ne fais que reprendre ce que tu dis. Il y a, je crois que c'est la 4e partie du mode d'existence des objets techniques. C'est très très beau livre, cette thèse de Simondon, je crois qui paraît en tout cas en 58, il me semble, qui est donc une réflexion sur les objets techniques, sur la science, technoscience, etc. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette 4e partie? Il nous dit, je résume un peu brutalement, la technoscience extrait des figures de nos environnements. Et c'est merveilleux, ça nous donne de la puissance, ça nous donne des instruments, ça nous donne... très bien. Il y a un reste, tout à l'heure je parlais d'excédence, je ne sais pas s'il parle d'excédence, je n'ai pas relu le texte récemment, mais en tout cas, il y a quelque chose qui reste, une fois qu'on a fait ce travail technoscientifique, rationnel, ce travail d'intellection, d'extraire des figures chiffrées ou de causalité de la nature, il dit il reste le fond. Figure et fond, réflexion qui n'est pas vraiment sur la Gestalt, mais il reprend quand même ceci. On extrait des figures et puis les figures, elles prennent forme ou elles sont visibles par rapport à un fond. Et quelle est la thèse que propose Simondon dans cette dernière partie de l'existence de génétique? Il nous dit le fond demande à être repris en charge par 2 fonctions anthropologiques que sont la religion et l'esthétique. Qu'est-ce que ça serait que la religion, ou le religieux, c'est ça comme vous voulez, ou qu'est-ce que ça serait que l'esthétique? Je vais parler de religieux et l'esthétique, ou les formes de religiosité et les formes d'esthétique, ça serait peut-être plus juste, plus intelligent. C'est justement ce qui nous aide à nous rappeler qu'il y a un fond qui soit est derrière, soit excède, soit est plus riche que, soit détient des potentiels irréductibles aux figures qu'on en tire. Et donc, forcément, si on parle de religieux, c'est que ce fond, c'est une bonne façon de caractériser Dieu. On peut, je pense, relire pas mal de religions sur la planète et se dire que ceux, monothéistes en tout cas, et que ce que les religions qui font référence à un principe comme Dieu, lorsqu'elles le font, ça serait, il me semble, c'est assez intuitif de se dire que c'est justement un fond qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas mettre en boîte, qu'on ne peut pas forcément figurer. C'est justement les propriétés du fond qui font la difficulté de se faire une idée précise, de se faire une représentation, de savoir ce que c'est finalement que Dieu. Donc là, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intuitif. J'avance avec mon raisonnement, si vous me suivez jusque-là, pour dire qu'est-ce que ça serait que l'écologie, qu'est-ce que ça serait que la pensée ou la sensibilité écologique. Ça serait peut-être, alors je dirais d'une façon qu'on pourra discuter, ça serait peut-être croire en la nature. On lit d'habitude Spinoza en disant il nous aide à comprendre la nature, connaître et comprendre.
connaître et comprendre, justement, c'est réseau, causalité, effet, etc. etc. Bien sûr, Spinoza nous invite à utiliser, à développer notre intelligence collective, individuelle, pour connaître la nature, pour expliquer les effets par les causes, pour comprendre, etc. etc. Qu'est-ce que ça voudrait dire croire en la nature aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire quelque chose, croire en la nature? Il me semble que ça voudrait dire peut-être une première chose qui est ne pas croire trop dans nos connaissances sur la nature. Ne pas croire, ne pas faire trop de confiance justement au réseau qu'on a réussi à extraire pour expliquer certains fonctionnements de la nature. Savoir qu'il y a quelque chose de plus là derrière, quelque chose de plus que justement on n'arrive pas à figurer en termes de réseau d'interaction dont on peut calculer les effets, et qui pourtant, il faut croire qu'il y a quelque chose, même si on n'arrive pas à le toucher, à le saisir, à en faire quelque chose. Et peut-être qu'un mot que je vais préférer à celui de croire, ça serait de faire de la nature un objet de respect. Respect. Et je n'ai pas lu de critique sur le spinozisme depuis 10 ans, et je n'ai pas eu assez de temps pour préparer mon intervention d'aujourd'hui. J'aurais dû faire une recherche sur respect, l'utilisation de respect chez Spinoza, que je n'ai pas fait du tout. Donc là, Charles ou les autres, vous pourrez me mettre au parfum sur est-ce que mon utilisation de respect correspond à ce que peut en dire Spinoza ou pas. Par quoi j'entends, qu'est-ce que j'entends par respect? Ça veut dire quoi? Respecter la nature. Ça veut dire d'abord respecter justement ce fond irréductible aux figures qu'on en tire. Respecter. Il me semble que ça implique quelque chose sur lequel Charles Ramond insiste aussi beaucoup, qui est quelque chose comme de l'obéissance. Il y a quelque chose que tu nous fais voir à partir de Matron, avec Matron, etc., sur ce que Spinoza peut dire du salut des ignorants par l'obéissance, qui me semble applicable. Alors, toi, tu l'utilises plutôt dans des questions politiques, sociopolitiques. Il me semble qu'on pourrait tout à fait l'importer du côté des problématiques écologistes. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? En fait, j'ai dit les plus savants d'entre nous, ceux qui ont une meilleure connaissance de ces réseaux de causalité, face à cet excédent, face au fond qu'est la nature, il reste des ignorants. On est tous des ignorants massifs, avec quelques îlots de connaissances qu'on peut avoir sur tel rapport physique, tel rapport chimique, telle fonction sociologique. C'est quelques îlots de savoir, de connaissances qui sont infiniment précieux, qui sont déjà merveilleux, mais dans un océan d'ignorance sur le détail, sur les finesses, sur les causes cachées, etc. etc. Donc que le salut des ignorants, Spinoza nous le dit, passe par une fonction d'obéissance. Moi je traduirais ça dans des termes écologistes en disant nous sommes tous ignorants, et respecter quelque chose comme plus que la nature dans la nature, plus que ce que nous appelons la nature dans la nature, plus que le constructible comme naturel dans la nature, donc respecter cette part d'inconstructible, cette part de valeur intrinsèque, et bien ça serait ça, respecter peut-être la nature. Et là, si on n'était pas sur Internet, et si on n'avait pas peur des fichiers S, en particulier toi, je dirais que Allah Akbar est peut-être un slogan spinoziste. Je te vois assurer, on voit la fiche S qui me tombe d'ores et déjà dessus. Comment est-ce qu'on peut dire que Allah Akbar serait un slogan spinoziste? Dire que Dieu est grand, c'est un peu ce que je dis depuis le début. Il y a quelque chose d'inconstructible derrière ce que nous voyons comme la nature, derrière ce que nous avons appris à nous approprier comme étant la nature. Il y a quelque chose de plus grand que ce qu'on peut considérer comme grand, il y a quelque chose de plus fin que ce qu'on peut considérer comme fin, etc. etc. Cette excédence alors de quelque chose sur les réseaux. Et il me semble que justement ce que nous dit Latour dans sa présentation, lui il le situe à la fin à travers la béatitude avec la 5e partie de l'éthique, mais ça serait justement cette excédence que le religieux, c'est le mode d'existence du religieux. Pour moi ça fait sens de dire que c'est un certain rapport ou un certain respect du fond en plus des figures qu'on peut en extraire, une certaine résistance à l'extractivisme.
et bien justement ce plus, ce plus grand que les grandeurs naturelles, de nouveau on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Reul pour religion, on peut l'appeler toute une série de termes, et il me semble que ça serait quelque chose là derrière. Alors, ici on en parle d'une façon théorique, on en parle voilà, avec des mots, et puis en restant assis, et puis en jonglant avec des termes plus ou moins tirés de Spinoza ou d'autres penseurs, mais comme ce que tu nous dis à propos de l'obéissance, du salut des ignorants, etc., c'est d'abord une question pratique. C'est d'abord une question pratique. Comment on se comporte face à la nature? Est-ce que face aux menaces de dérèglement climatique, qui sont même plus des menaces, mais des choses qu'on voit se mettre en place, est-ce que jouer le jeu de la géo-ingénierie, d'envoyer des trucs en l'air qui vont faire des nuages artificiels, qui vont faire des sortes de paravents ou de parasols pour empêcher qu'on ait trop de soleil et trop de chaleur, là il me semble que c'est une question pratique. Est-ce qu'on fait assez confiance aux figures qu'on a extraites pour continuer ce type d'attitude qui relève un petit peu quand même de l'hubris? Ou est-ce qu'on adopte ce respect qui impose une certaine humilité, qui serait quand même assez spinoziste si on se rappelle que Spinoza prenait comme motto caute, qui ressemble quand même beaucoup à notre principe de précaution. Principe de précaution, il me semble, le caute, ça peut assez facilement se traduire justement en injonction pratique. Nous sommes ignorants. Nous devons, sinon obéir, du moins respecter le savoir de cette ignorance, le savoir de cette excédence, de cette inconstructibilité, de cette incontrôlabilité, et donc renoncer à certaines choses particulièrement inquiétantes qui se mettent en place maintenant au nom de la géo-ingénierie. Et donc, le fait que Bruno Latour vienne de faire un article dans l'Obs sur Gaïa, son voyage chez Lovelock, pour revisiter l'hypothèse Gaïa, le fait que la revue des livres ait fait un merveilleux article sur la Pachamama, comme forme à la fois de religiosité et comme forme de sentir penser l'environnement, il me semble que tout ceci, on pourrait le considérer comme ce respect d'une excédence, d'une résistance à l'extractivisme des figures et à l'ignorance du fond, une résistance de la réduction de Deus à natura telle qu'on peut la quantifier. Et peut-être que je vous proposerais, j'espérais avoir un tableau noir, mais j'ai pas de tableau noir ici, mais j'aurais voulu écrire ça sous une formule. Est-ce que le truc va repartir? Non. Ah ben non, c'est pas faute, moi que je le fasse repartir. Je le ferai repartir tout à l'heure. Je mettrai les res, les choses chez Spinoza, R-E-S pour dire les choses. Les res de Spinoza, de faire, donc d'écrire RES en petit et de dire n'est pas égal à R majuscule E majuscule S des réseaux de Latour. Latour jouait beaucoup entre res, les réseaux, et rel, la religion, ou le religieux. Moi j'ai envie de reprendre ça en disant les choses sont toujours plus, les res sont toujours plus que les réseaux à travers lesquels on les appréhende, que les réseaux qu'on extrait pour essayer de comprendre et de contrôler comment elles fonctionnent. Et cette excédence des res sur les réseaux, ce serait une façon de résumer tout ce que j'ai dit jusqu'à présent dans ma première partie. Alors, deuxième partie, le schéma dont je vous ai donné une version simplifiée et sur laquelle, qui est déjà pourtant assez incompréhensible, et sur laquelle j'ai encore rajouté des choses ici. Alors, je vais essayer de commenter un petit peu avec vous. Et de nouveau, apparemment, ça n'a rien à voir. J'espère que, au moins dans la troisième partie, voire même petit à petit, on va sentir que peut-être que ça a à voir. Alors, ici, l'enjeu, c'est de se dire, alors de lire, j'ai lu Éthique 2, deuxième partie de l'éthique, proposition 14 à proposition 29. Je suis parti de cette catégorie des affections, parce que de nouveau, ça fait 10 ans que j'ai plus lu d'études spinozistes, mais il me semble qu'à l'époque, on parlait beaucoup des affectus, quand on parle de Spinoza, de la politique, etc. Et on a raison, parce que c'est merveilleux, c'est très riche, etc. Donc les affectus, les affects, alors passion, émotion, etc., etc. Là oui, là c'est bien balisé, on en parle beaucoup et c'est merveilleux. Il me semble, mais là je me demande à vous qui êtes plus savant en spinozisme que moi, que
les affections, est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a des livres qui ont été faits sur la notion d'affection chez Spinoza? Il y a des livres sur les signes chez Spinoza, il y a plein de choses qui parlent déjà des médias, mais il me semble que la différence entre les affectus et les affections devrait vraiment être quelque chose de central. C'est ce que j'aimerais essayer de commencer à balbutier avec vous, étant donné que peut-être quelqu'un a déjà fait le travail et je ne sais pas, parce que je n'ai pas vraiment été chercher, ou peut-être pas, et encore quelqu'un, on pourrait faire un travail ensemble. Alors, si je comprends bien, mais là, moi je suis en terrain peu sûr, je dirais que affectio, ça correspond à ce que nous appelons, ce que des gens comme Brian Massumi, ce que pas mal de gens aujourd'hui revalorisent comme la sensation. Sensation. Donc, si on devait traduire affectio, il me semble que ça serait sensation. Mais moi je préfère, il me semble que c'est très important de parler d'affection, c'est quelque chose qui nous affecte. Ça va nous produire des affectus, des affects, des émotions, etc. Mais avant de produire des affectus, des émotions, ça produit des sensations. Et là, j'ai essayé de reproduire ce qu'on dit habituellement sur le parallélisme et sur la construction un petit peu de l'ontologie spinoziste. Vous avez, si on prend l'homme, le corps humain, vous avez la mens humaine, l'esprit ou l'âme dans la traduction d'Apune. Les deux ne s'influencent pas directement, mais sont pris dans des réseaux, justement, des réseaux de détermination, des concaténations de causes et d'effets. Les corps influencent les corps, les esprits, les mens influencent les esprits, et il se trouve qu'il y a un parallélisme entre les deux. Vous avez le corps humain qui est ici, qui est donc à comprendre comme, si on veut, une face du papier dont l'autre face serait l'esprit, qui est déterminé, conditionné par des corps extérieurs, de même que vous avez l'âme, la mens humaine, qui est conditionnée par des conditionnements propres à ce niveau-là. Et Spinoza nous dit que la mens humana, c'est l'idée du corps propre. Il me semble que ces deux choses-là, moi, je croyais comprendre. Après, en regardant en détail ces pages, j'ai vu que quelque chose dont on parle aussi dans la critique d'exégèse spinoziste, c'est pas du tout nouveau, c'est qu'il y a en fait une troisième couche, au moins. Et moi j'ai toujours tendance à penser le parallélisme en deux, je ne sais pas pourquoi, mais en fait il y a, donc ça serait les affections, ici ça serait les idées des affections, et bon pourquoi pas, que l'esprit ça soit les idées des affections, ça je pourrais presque comprendre, et je vous ai mis plein de propositions où vous trouvez ça. Et il y a une troisième couche, un troisième niveau qui se met là-dessus, qui est les idées des affections. Les idées des affections. La cognition, où ici on avait idée du corps, la mens c'est l'idée du corps, et il y a aussi l'idée de la mens. Et là, moi déjà, je comprends plus. Pour moi, c'est moins évident. Je ne sais pas, Charles, peut-être tu peux nous faire un cours là-dessus, mais moi, c'est pas aussi évident ce que c'est que cette couche-là. Mais bon, elle est là. Je la mets, je lis ses propositions et je la mets là, donc ça se passe sur 3 couches. Si je dois en rendre compte, et alors j'ai mis des trucs autour que vous savez, il y a d'une part l'imagination, hein, ces choses-là qui nous affectent, c'est des images, ça peut être des images tout à fait matérielles, et qui produisent quelque chose dans notre esprit qui correspondent à ces images en fonction de nos actions. Ce n'est pas des tableaux morts, ça fait partie de nos interactions pratiques avec le monde, etc. Donc, qu'il y ait un certain rapport, une construction imaginaire basée sur simplement des co-occurrences. Je suis frappé par des affections qui me font voir, quand je regarde Fox News aux États-Unis, un visage noir et une scène de crime. Je regarde Fox News aux États-Unis, moi j'ai vécu 10 ans aux États-Unis, et je ne regardais pas toujours Fox News, mais ce qu'on voyait souvent quand on allait sur Fox News, c'était le crime qui s'est passé ici. En France, ça vient, un type avec un couteau qui crie à la Wakbar et qui attaque les passantes, on en voit beaucoup, la semaine dernière on en a vu beaucoup. Donc ça fait à la Wakbar, couteau, mort, ça produit des affects. Des affects qui sont forcément des affects imaginaires. Parce qu'on pourrait très bien voir quelqu'un qui dit à la Wakbar et qui fait quelque chose de très différent, de très sympathique et de très humain ou de très vulnérable, et ben ça produirait des effets imaginaires différents. C'est le côté de l'imagination. Et puis, tout ce que nous dit Spinoza, qu'est-ce que c'est que le 5e livre, la 5e partie de l'éthique, c'est que, et toute l'éthique, c'est de nous dire,
on peut avoir un rapport différent à ces images, à ces choses, ces affections qui frappent notre corps par coïncidence, par co-occurrence. Un autre rapport, et ça c'est la proposition peut-être que je vais regarder avec vous, c'est la Scoli de 2.29, on peut essayer de dégager de ces choses, de ces affections qui nous frappent, des rapports de convenance, des rapports de différence et des rapports de conflit, oppugnantiae. Et donc là, je vous donne la citation peut-être d'abord en français pour qu'on la voie. Donc, c'est la traduction de la Pune. Je dis expressément, c'est donc le Scoli de 2.29, que vous connaissez si vous avez les moments centraux de l'éthique. Je dis expressément que l'âme ou l'esprit, la mens, n'a ni d'elle-même, ni de son propre corps, ni des corps extérieurs, une connaissance adéquate, mais seulement une connaissance confuse et mutilée, quand, toutes les fois qu'elle perçoit les choses, suivant l'ordre commun de la nature, c'est-à-dire toutes les fois qu'elle est déterminée du dehors, externée, par la rencontre fortuite des choses, qu'elle est déterminée du dehors par la rencontre fortuite des choses, à considérer ceci plutôt que cela. Donc ça, c'est la connaissance imaginaire, qui est simplement la coïncidence fortuite, la rencontre fortuite des choses qui me viennent au visage. Si c'est des visages noirs qui font des crimes, je vais sortir dans la rue, et puis je vais voir un visage noir, et je vais me dire, celui-là, il va me prendre mon argent, il va me couper la gorge, je ne sais pas quoi. Il y a forcément une alternative à ça, qui est justement non pas l'imaginaire, mais l'intellect. Toutes les fois que l'esprit ou l'âme est déterminée du dedans, non pas de l'extérieur, mais du dedans, parce qu'elle considère à la fois plusieurs choses, c'est elle qui considère, ce n'est pas des choses qui viennent à elle ensemble par coïncidence, elle, son attention se porte sur plusieurs choses, ça vient d'elle, c'est interné, c'est depuis l'intérieur, et en considérant ces plusieurs choses, elle s'efforce d'en connaître, alors il a mis les conformités, il faut vraiment prendre convenance, ce qui convient l'un à l'autre, et c'est justement toute la beauté du mot convenance, c'est à la fois ça a l'air d'arriver vers nous, co-occurrence, mais en fait on regarde comment ça tient ensemble. Donc peut-être que conformité, c'est pas plus mal que ça, conformité, mais moi, pour le XVIIIe siècle, on parle beaucoup de convenance, donc je préférais ça, mais conformité, c'est peut-être pas mal non plus. Les conformités ou les convenances qui sont entre elles, leurs différences et leur oppugnantia, c'est vraiment leur guerre, leurs conflits, leurs oppositions. Et toutes les fois que l'esprit ou l'âme est ainsi disposé du dedans, par ce travail d'attention qui compare, qui essaye de trouver des convenances, des différences, des oppositions, des conflits, alors elle considère les choses clairement et distinctement, comme je le montrerai. Donc là, si on retourne au latin tout à l'heure, on a le latin ici. Donc ça, c'est ce travail de l'intellection. Alors, si j'essaye de faire sens, donc là on dira après si on est d'accord sur l'interprétation de Spinoza, après moi je rajoute des trucs qui ne sont pas du tout chez Spinoza, en particulier pour essayer de faire sens de ce qui se passe ici. Qu'est-ce que c'est qu'une idée d'une idée d'affection par rapport à une idée d'affection? Franchement, je ne sais pas. Mais j'ai envie de dire, ça pourrait peut-être correspondre à la différence que nous devrions faire aujourd'hui entre le domaine de l'information et le domaine de la signification. Moi, j'insiste, quand je parle de questions numériques, sur la différence entre les deux. L'information, c'est ce qui circule dans des circuits électriques, dans des réseaux, on parlait de réseaux tout à l'heure, dans des réseaux électriques. Donc, ce qui permet à ceci de se projeter, on peut tout à fait parler d'information. Et l'information, ça passe dans des câbles, ça fait du 0 et du 1, ça passe ou ça passe pas, on va appeler ça information. Ce avec quoi nous nous comportons, ça passe par de l'information. De nouveau, on regarde ceci et ça passe par du réductible à 0,1. Mais ce sont des significations. À savoir, ce sont des corps humains pris dans des pratiques qui sont des pratiques collectives, des pratiques de collaboration, qui ont donc certaines pertinences pour que ces pratiques se passent bien, pour produire les résultats, etc. Et c'est en fonction de toutes ces pratiques que nous appréhendons les mots, que nous appréhendons les choses, que nous nous appréhendons les uns les autres, que ce qui nous affecte, nous lui donnons sens, et que justement ce donner sens à ce qui nous affecte
c'est de la signification et c'est très différent de l'information. L'ordinateur ne donne sens à rien. Il communique, il traite de l'information, mais l'ordinateur ne donne sens à rien. On ne donne sens à quelque chose, on a de signification qu'à partir du moment où on a des pratiques qui nous orientent dans des choses positives, du bon et du mauvais. Donc de concevoir ceci comme de la signification, alors que ce niveau-là, ça serait le niveau de l'information, je vous propose ça, je ne sais pas si ça tient la route, pour moi ça donnerait sens à la chose. Et qu'est-ce que c'est à ce moment-là que les médias? Et les médias, alors je vais tout un livre là-dessus de 400 pages pour essayer de comprendre de quoi il s'agit, je n'ai toujours pas compris, mais on peut à la fois prendre ça comme des institutions humaines, des pratiques humaines, des conventions humaines, qui font circuler quelque chose. De nouveau, l'habitude, on dit que ça fait circuler des données, ça fait circuler de l'information. Moi, j'ai envie de dire qu'ils font circuler des significations. Et ici, je vais parler de corpora medialia, ou de res medialia, pour faire référence globalement à la fois aux entreprises de télévision qui produisent des images et aux images qui sont véhiculées par des circuits électriques ou par des ondes dans une société et par Internet, etc. etc. Là, ça reste très vague. On peut à la fois prendre ça comme des réseaux de communication, ce ne serait pas idiot de dire que les médias, c'est des réseaux de communication, ou prendre simplement une image, comme je disais tout à l'heure. Un noir a commis un crime dans mon coin de rue, j'ai peur de gens qui ont la couleur noire. Des images. Ça produit des images. Des images, des bouts de discours, des images de couleur de visage, des sons, etc., etc. De nouveau, ça produit des corps qui nous affectent. Donc, parmi ces corpora externa, qu'est-ce que nous, humains, faisons? Parmi d'autres choses, nous produisons de la technologie, nous produisons des moulins à vent, nous produisons plein de choses, mais nous produisons aussi des objets techniques qui font rentrer en circulation, qui produisent ces corpora externa que sont les images que je vois sur ma télévision. Donc, on a, dans ma petite représentation, un déterminisme clair des corps extérieurs sur le corps humain. On a une capacité des corps et des esprits et des idées d'affection, ou des cognitio humaines, ou des idea et mentis humaines, à produire des corps qui vont se réinjecter dans la nature, dans ce qui nous entoure, dans nos milieux. Et où est-ce que je mettrais alors ce dont on parlait tout à l'heure, cette affaire de religio, de rel par rapport au res? Et bien je le mettrais ici en disant que dans cette circulation, dans cette mise en circulation, appelons ça image pour aller vite, mais de nouveaux corps qui à la fois représentent autre chose, mais font beaucoup plus que simplement représenter des choses qui existaient ou qui n'existaient pas, qui ont une présence propre et une présence réelle, développer un respect religieux pour justement, dans la nature, quelque chose comme cet inconstructible, quelque chose comme cette excédence de la nature sur ce que je peux comprendre être des réseaux face auxquels j'agis. Et donc, le Dieu dont on parlait tout à l'heure, j'ai fait une sorte de dé qui va partout, forcément c'est partout, forcément la nature est partout, etc. Mais cette croyance en la nature, cette espèce de respect pour la nature, ça serait justement de faire la part inconstructible de la Terre, dans nos représentations de médialité elles-mêmes, pour cet inconstructible. Et là, j'ai dit des trucs qui vous sont peut-être opaques entre spider et ant, parce que le petit dialogue qu'a fait la dernière fois Bruno Latour entre Bruno et Bénédicte, en fait, il était déjà joué d'avance avec Tim Ingold. Et Jacopo Erasmi connaît bien Tim Ingold, il a fait un entretien avec lui il y a quelques mois. Tim Ingold a écrit ce petit texte que je vous conseille, je ne sais pas si tu le connais, Charles, qui est splendide, qui s'appelle Ant versus Spider, où donc ANT, c'est un jeu de mots forcément, parce que ANT, c'est Actor Network Theory, la théorie de l'acteur réseau, qui est la pensée, à quoi on identifie la pensée de Latour. Ça se trouve dire fourmi en anglais. Tim Ingold oppose une araignée à la fourmi, et l'araignée c'est lui, et c'est rigolo pour Spinoza aussi, l'araignée. Et en gros, qu'est-ce qu'il dit
à la tour, qu'est-ce que l'araignée dit à la fourmi, qu'est-ce que Ingold dit à la tour. Votre théorie des réseaux, ça reste justement quelque chose de très extractiviste. Ça reste des points, ça reste quelque chose qui paraît ressortir de l'information, etc., etc. Alors que moi, tout ce que j'essaye de faire, moi, Tim Ingold, c'est de sentir des tissus. Et c'est la différence entre le tissu et simplement un réseau connecté. Et en particulier, si on joue avec, là c'est moi qui traduis un petit peu rapidement de quoi il s'agit, j'essaie de l'illustrer, en particulier il y a des tissus biologiques, on peut parler de tissus, textures, etc. Mais si on se dit qu'on parle de tissus pour penser la nature biologique du corps humain, cette écologie bio, se dire justement qu'un tissu organique, c'est plus que ce que la médecine peut identifier comme point sensible ou l'acupuncture pourrait identifier comme point sensible, alors qu'un réseau, ça nous donne quand même l'imaginaire de points qui sont connectés par des relations. Il me semble que cette différence, à la fois très ténue, à la fois pas conceptuelle, c'est peut-être une façon de rendre compte aussi de cette présence de quelque chose de plus que ce qu'on appelle nature. Alors on peut l'appeler nature en disant que voilà, on protège la nature, on respecte la nature, c'est un discours écologiste. On pourrait faire référence à Dieu, pourquoi pas, en parlant de Pachamama ou de choses comme ça, et à mon avis ça serait très proche, et ça serait justement de construire des constructs, des corps artificiels, des res medialia, qui nous permettraient de mesurer cette part d'inconstructible de la Terre. Il me semble que ce que fait Jacopo Rasmi sur le documentaire italien, c'est un peu cet effort-là, de documenter cet effort de documentation de plus que ce qu'on sait, plus que ce qu'on peut faire rentrer dans des schémas extractivistes. Et ce respect, je vais bientôt m'arrêter, peut-être encore 10 minutes, ça va ce respect, il me semble qu'on peut l'articuler aussi différemment en disant que c'est respectare, c'est regarder une deuxième fois. Le respect, il me semble qu'on peut vraiment le prendre comme regarder plus attentivement, ou alors regarder à deux fois. J'aime bien cette expression. Y regarder à deux fois, on ne va pas foncer dans le truc, on va y regarder à deux fois avant de s'engager. Le principe de précaution, ça serait justement du respect, parce qu'il faut regarder plus attentivement que simplement croire qu'on a compris et foncer, et ça serait ce moment-là, ou ce geste de respect, de double regard, de précaution, qui pourrait être du côté de la sensibilité, d'une pensée et des affections qui seraient écologiques. Il y a une différence entre, donc, tout à l'heure je disais, entre res, les choses qui ont leur tissu propre, qui sont en excédence sur les réseaux à travers lesquels on essaye de vivre. Alors, ça c'était mon petit schéma. Je ne sais pas si, vous me direz après, vous avez vu que j'ai rajouté 2 ou 3 choses par rapport à ce que vous avez dessus. Ouais, écho, on pourra peut-être discuter de ça plus tard. Je voulais juste avancer vers ma 3e partie, donc je vous avais averti qu'elle était beaucoup plus brève et beaucoup plus bizarre. Ce que il me semble que j'ai essayé de vous proposer jusqu'à maintenant, c'est qu'on a un Bruno Latour qui nous propose d'interpréter par espièglerie et par jeu et par provocation de pensée merveilleuse, d'interpréter le Deus sive natura à travers une sorte de pluralité de modes d'existence qui permet de récupérer la différence, l'irréductibilité du religieux au scientifique, au savoir. Ça, c'est une façon qui remet du out entre nature ou Dieu. Il faut et garder un savoir de la nature et garder un souci du fond à travers le religieux. Ça rentre quand même dans une interprétation dominante du spinozisme comme une pensée de l'immanence, plan d'immanence, cette histoire de transcendance. Moi j'aime beaucoup Bruno Latour, mais cette histoire de transcendance, ça me laisse un peu sceptique. La béatitude, on peut très bien penser la béatitude, voir l'éternité à l'intérieur d'un plan d'immanence, pourquoi pas.
j'ai pas encore parlé de ce vieux problème de l'interprétation spinoziste que moi je mesure assez mal, qui est le rapport, mais sur lequel revient Bruno Latour dans son intervention, sur le rapport natura naturans et natura naturata. Ça serait une façon de dire, mais ça ne résoudrait rien, de dire que les réseaux, c'est la natura naturata, c'est ce qu'on peut voir comme données, et puis derrière les réseaux, ou dans les réseaux, ou sous les réseaux, ou dans les tissus qui sont plus riches en excédent de puissance sur les réseaux qu'on essaye de saisir par-dessus, eh bien il y a la natura naturans, qui serait justement cette puissance de produire du nouveau, à laquelle on pourrait identifier Dieu si on veut. Mais moi j'ai une autre réponse, et elle est là. Je vous laisse la contempler quelques instants. Je ne l'ai pas inventé, j'ai le document ici si vous voulez le voir. Je crois que je l'ai pris. En fait, j'ai retrouvé ce matin, mais complètement par hasard, dans mon texte important, et en fait, je l'avais caché là-dedans. C'est un truc que j'ai découvert il y a plusieurs années, et j'avais complètement oublié, et ce matin, je trouve ce truc. Donc, c'est un sachet pour acheter des bagels. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que des bagels. C'est des sortes de... C'est à la forme d'un donut. Je ne sais pas ce que c'est qu'un donut, mais c'est un anneau. Hein. Aux États-Unis, on mange des trucs en anneau. Et... Bagel, ok, d'accord. Donc, vous pouvez acheter des bagels. C'était chez Trader Joe's, c'était près de Washington. Vous pouvez acheter des bagels qui s'appellent The Bagel Spinoza. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, donc, l'important, c'est que ça a la forme d'un anneau. Et je trouve ça, it bagels the mind. C'est trop beau ça, non? It bagels the mind. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, it bagels the mind? Et en fait, c'est la solution à la question que je me posais depuis des mois, depuis que Jérôme m'a demandé de réfléchir à ces trucs idiots. It bagels the mind, j'ai envie de vous proposer de l'interpréter comme le principe de récursivité. Oh, just very simplistically, it's a play on it boggles the mind. Right. Yeah. Confuses us. Voilà. Yeah. Donc voilà, donc ça, oui, ça par exemple, il faut expliciter le jeu de mots. It boggles the mind, ça veut dire on n'arrive pas à le comprendre. Hein. Exactement. Justement, et ça va bien pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, c'est trois couches. La troisième couche des idées, des affections, toutes ces histoires-là, et finalement toute l'éthique. Moi, it boggles the mind. Hein, l'éthique, la première fois que vous la lisez, et la troisième fois et la 20e fois que vous la lisez, ça boggles toujours le mind. Donc là, it bagels the mind. C'est pas seulement que ça l'affole ou que ça le surstimule, mais ça le transforme en bagel. Et en fait, regardez mon truc, il était déjà là le bagel. Mais le bagel était là sans que je sache. C'est ça. C'est exactement ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est le principe. Alors, soit on peut remonter à la cybernétique, avec les effets de feedback, hein, les boucles de feedback, soit les deux grandes pensées, à mon avis, du bagel ou de la récursivité, c'est la cybernétique d'un côté et les théories des médias de l'autre. Parce que depuis McLuhan, Kittler, tous les grands penseurs des médias, justement, mettent en lumière ce truc qui est impensable, qui est un autre principe de causalité. McLuhan, dans certains articles, parle de causalité formelle. Il reprend les différentes catégories de causalité aristotélicienne, et il parle de causalité formelle pour rendre compte de causalité récursive. Alors, en termes spinozistes, on parle de cause de soi. Hein. La cause de soi, qu'est-ce que c'est qu'une cause de soi? Et on est tous un peu boggled. Hein, it boggles the mind. Qu'est-ce que ça veut dire une cause de soi? Un truc qui est cause de lui-même. On appelle ça Dieu, mais ça ne fait pas vraiment avancer le schmilblick. La récursivité de se dire que justement c'est cause de soi parce que ça n'est que par effet de feedback. Qu'il y a des types qui sortent dans la rue avec des couteaux en disant à la Akbar parce qu'ils ont vu que des types sortaient dans la rue avec des couteaux qui hurlent à la Akbar. C'est pas naturel. Et pourtant, c'est naturel parce qu'on vit dans un monde naturel où les médias font circuler des affections qui nous montrent un certain nombre de choses. Et non seulement un type attaque dans la rue et puis ça blesse des gens et c'est horrible et pour tout le monde, mais toute la France voit ça et toute la France est horrifiée, ou alors se dire que peut-être on peut passer à la télévision en faisant ça. Et donc, cette
nature qui inclut des objets de médialité, qui est cause de soi à travers ces phénomènes de récursivité, de récursion, il me semble que c'est exactement ce dont on a la clé là-dessus. Et je vous laisse là-dessus pour... Merci beaucoup Yves pour ce superbe exposé qui était riche lui aussi en choses inattendues. Peut-être la plus difficile quand même que j'ai entendue, c'est que Allahu Akbar sera... Je savais que ça allait te faire sauter. C'est vraiment difficile. Même si par certains côtés, ce que je développe en effet par moments sur cette théorie de l'obéissance, comme vous le fait parfois remarquer perfidement Jack Stetter, ça s'approche. Ne mettez pas des paroles dans ma bouche, surtout pas sur Internet. Arrêtez tout de suite, on passe au prochain sujet. Les fiches S s'arrêtent ici. À quelque chose qui rapproche, on coupera, qui rapproche de la soumission et de la soumission. Donc ce sont des notions qui ont un certain rapport effectivement avec certaines notions fondamentales de l'islam. Mais bon, il y avait beaucoup de choses. C'était très riche. Vous allez certainement avoir des choses à dire. J'ai noté juste quelques points. Enfin bon, j'aurais mille choses à dire. Oui, ce que j'aurais aimé vraiment, pour commencer, bon d'abord, on va pas revenir. J'ai recherché un peu pendant que tu parlais. Quel est le mot qu'emploie Spinoza et qu'on traduit par respect? En réalité, il n'y a pas respectum chez Spinoza, c'est reverencia. Et il l'emploie très rarement, il l'emploie surtout dans le traité politique. Peut-être théologique ou politique, je dirais. Et donc, oui, peut-être. Moi, j'ai une référence là, ici, dans traité politique 4. Hein? Bien que nous disions que les hommes relèvent non de leurs droits, mais de celui de la cité, nous n'entendons pas que les hommes perdent la nature humaine pour en adopter une autre, ni par conséquent que la cité ait le droit de faire que les hommes s'envolent, ou ce qui est tout aussi impossible, que les hommes considèrent comme honorable ce qui provoque le rire ou le dégoût, mais nous voulons dire qu'il existe certaines circonstances dont la présence inspire au sujet respect et crainte envers la cité, et dont la disparition supprime la crainte et le respect, et en même temps que la cité. Une cité donc, pour relever de son propre droit, doit préserver les causes du respect et de la crainte, sans quoi elle cesse d'être une cité. Il est en effet, Il est en effet tout aussi impossible pour celui ou pour ceux qui détiennent la souveraineté de courir les rues ivres ou nus avec des prostituées, ou de se comporter en histrion, de violer ou de mépriser ouvertement les lois instituées par eux-mêmes, et avec cela de conserver leur majesté, qu'il est impossible d'être et de ne pas être en même temps. Ça c'est intéressant, on peut dire en contexte contemporain. Voilà, tout à fait. Des contre-exemples. Donc il y a une espèce de respect presque ontologique, c'est-à-dire que si on n'a pas le respect de ces choses-là, eh bien la cité s'effondre tout simplement. Donc peut-être qu'effectivement, là, ça vaudrait le coup de creuser un petit peu ces choses-là. Alors quant aux affections, j'ai cherché aussi ce que tu... ce dont je me souvenais, parce que c'est quand même assez loin. Et il y a une chose que tu n'as pas mentionnée, mais qui est frappante, justement dans les passages que tu indiquais, c'était le passage de Éthique, de 17 Scoli, où Spinoza dit, parce qu'il faut voir que le mot affection chez Spinoza, je ne veux pas vous faire un cours, hein. Oui, vous voulez poser des questions. Non, mais le mot affection chez Spinoza est une sorte de faux ami, parce qu'en français, une affection, et déjà le mot affection en lui-même, signifie amour ou amitié. Et donc par extension, affection nous semble en quelque sorte plus chaud que affect. Mais en réalité, c'est pas vrai. Une affection chez Spinoza, c'est une simple modification de la substance, donc ou une modification d'un mode de la substance lui-même, et donc ça n'implique pas d'affectivité particulière. Même si c'est affectus. Voilà, c'est la différence entre affectus Mais alors, il a une formule tout à fait extraordinaire. En 2017 Scoli, il dit « Les affections du corps humain sont les images des choses. » Les affections du corps humain sont les images des choses.
C'est la formule la plus frappante, et je me suis longtemps demandé ce qu'elle voulait dire. Dans ma petite interprétation, j'ai une lecture un peu bergsonienne de la chose, c'est-à-dire, nous sommes comme des miroirs en réalité. C'est-à-dire que nous sommes modifiés par les rencontres que nous faisons. Si je reçois un coup de poing, mon œil devient rouge. Si je mange bien, j'ai le teint rose. Si je bois trop, je vais avoir le nez rouge, etc. Et donc, petit à petit, mon corps se transforme en une espèce de miroir de la réalité que je rencontre. Et donc, les affections du corps humain sont les images des choses. Ça dit bien ce que tu as dit. Et c'est cette idée qu'au fond, non seulement on rencontre les objets qu'on rencontre, mais on en devient l'image d'une certaine façon. Et d'où cette fameuse formule, je ne sais pas s'il n'était pas de Truffaut, qui disait « À 40 ans, on a la tête qu'on mérite ». Si vous avez été trop souvent hypocrite, dissimulé, vous finissez par avoir la tête en question. Vous êtes le miroir des interactions que vous avez eues avec l'univers. Bon, oui, je vois qu'il y a des tas de questions, mais je vais vous laisser la parole, je voudrais juste en poser une seule. Tu parlais d'une espèce de précaution que tu as émise vers la fin, mais justement je voulais te tester là-dessus. Tu as dit « je reste dans l'immanence ». Moi je ne crois pas trop, tu as dit à un moment, oui c'est ça, garder un savoir de la nature et un souci du fond, ça reste une pensée de l'immanence. Quand même, c'est ça que je veux savoir, comment est-ce que tu es vraiment sûr que ça reste une pensée de l'immanence si tu veux absolument qu'il y ait quelque chose qui reste, quelque chose qui échappe au constructible, à la figure, etc. Donc quelque chose qui fatalement va avoir tous les aspects de quelque chose d'inconnaissable, en fait, une sorte de Dieu caché, de Dieu mystérieux, etc. Comment tu peux rester dans l'immanence si tu admets qu'il y a des choses sur lesquelles, de toute façon, on n'aura pas prise? D'accord, parce que ces choses-là, elles sont ici et maintenant. À savoir, c'est dans cette partie-là de la nature que la médecine va me donner un certain nombre d'informations sur ce qui se passe ici, comment ça marche, si on tape là, si on coupe là, ça va faire tel effet, etc. Et ça, par rapport à il y a 30 siècles, on a fait des progrès énormes là-dessus, dans l'extraction de ce qu'il y a là vers des réseaux qui nous permettent de contrôler comment ça se passe, comment ça évolue plus ou moins bien. Et il y a du fond et il y a du tissu là-dedans qui est, de nouveau, en deçà, au-delà des réseaux que toute la science humaine, toute la raison humaine, toute la capacité intellectuelle humaine me permet de faire avec ceci. Et de respecter le tissu qu'il y a là-dedans, irréductible aux réseaux qui me permettent d'agir sur ce qu'il y a là-dedans, pour moi c'est parfaitement immanent parce que ça ne sort pas de ma main. D'accord. Non, pourquoi pas alors? Oui, mais pourquoi, moi, ma difficulté c'est, est-ce que ce reste, et qu'est-ce qui nous permet de le déclarer inconnaissable, ce fameux tissu? Ah non, c'est pas qu'il est inconnaissable. Non. C'est pas qu'il est inconnaissable dans l'absolu. Oui. Il est simplement, alors il est inconnu pour le moment, mais il pourra être connu demain matin. Donc c'est pas un inconnaissable, c'est une sorte d'inconnaissable a priori. Simplement, il me semble qu'il est non seulement inconnu maintenant, mais dans sa masse même. Il est inépuisable. Si on dit inépuisable, ça ne veut pas dire que telle chose sera à jamais inconnaissable, mais ça veut dire qu'on ne pourra jamais épuiser. Pour moi, c'est vraiment entre épuiser et extraire. C'est une pensée de l'écologie qui est un petit peu obsédée par les pratiques extractivistes et qui dit penser l'écologie aujourd'hui, c'est d'essayer de repérer les pratiques extractivistes, y compris dans le savoir, y compris dans nos rapports les uns aux autres, pas seulement avec les mines, pas seulement avec la physique, etc. Et donc, de penser de l'inépuisable dans cette partie de la nature-là, qui ne veut pas dire que ce soit inconnaissable pour toujours, mais qui maintenant, je sais que pour moi et pour nous tous, il y a des choses inconnaissables là-dedans. D'accord. Attendez, excusez-moi, je vais vous donner la parole, mais il y avait une question juste avant vous. Je vous donne la parole après, ça ne vous embête pas. Enfin, à moins que ça soit vraiment... Allez-y. Jacques Stetter passe son tour, oui. Allez-y, Jérôme Vidal. Puisque tu as pris certaines précautions pour répondre à la question qui était posée, que tu sors du coup tu te protèges de l'idée que cet inconnaissable est un inconnaissable métaphysique. On est rassuré. Peut-être qu'il a, moi, peut-être. On est rassuré, mais pourquoi pas parler plutôt de prudence plutôt que d'obéissance? Oui, moi j'ai préféré précaution parce que ça jouait avec le principe de précaution.
Et parce que, Kawere, oui, non, parce que prudence, si je me rappelle bien, c'est quand même providere. Et providere, c'est quand même voir à l'avance. Et il me semble que providere, je le mettrais quand même dans la catégorie de programmer, providere, projeter, où là on est dans les réseaux. On s'appuie sur les réseaux pour en construire plus, pour les raffiner, pour agir, etc. etc. Et si j'ai parlé de précaution, c'est justement peut-être la kawere, hein, de faire attention. De faire attention à se méfier de cette projection, de cette prudence qui elle-même, alors on peut dire que c'est voilà, la prudence, soit on dit que c'est la même chose, parce que prudence, précaution, c'est la même chose, on ne va pas sur des mots. Moi j'essaye de dire que je vois dans kawere, la caution, quelque chose d'un petit peu justement plus humble que dans le voir en avance de prudence. Oui, je peux peut-être insignifiant. Et, ouais. C'est le mot obéissance qui me... Oui, moi aussi, forcément, là je l'ai dit parce que Charles est là et qu'il m'invite et que je voulais voir comment il réagissait. Mais moi aussi, ça me plaît pas les masses, l'obéissance. Mais en même temps, attends, en même temps, ça me plaît pas les masses, en même temps, la façon dont tu la ramènes, tu la lances un peu à la figure de toute cette bande de petits rebelles, spinozistes, qui voilà. Moi j'aime bien parce que justement, nous on est tous dans la liberté, l'émancipation, le machin, etc. Et il y a un type qui s'appelle Charles Ramond qui nous remet des citations sur l'obéissance et on pourrait dire que c'est un vieux réac, et non. Moi, je crois pas. Moi, je crois que, alors peut-être un vieux réac, je ne juge pas, mais que ça me fait réfléchir de souligner une certaine fonction de l'obéissance qui ne me plaît pas, qui va contre mon poil, mais je me dis peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit par rapport à la nature, si je parle de respect, donc j'ai forcé en parlant d'obéissance, mais que ça va un peu dans cette direction-là, c'est de se dire ça, on n'a pas le droit. Et au nom de quoi on n'a pas le droit? Justement, pas au nom d'un truc supérieur, pas au nom. Et pourtant, je sens qu'on n'a pas le droit de faire ça. Je sens que les centrales nucléaires, c'était vraiment une connerie et qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Et je me dis, on aurait peut-être, c'était ça. Pourquoi on ne ferait pas fusionner les trucs, et puis cette électricité, et puis on verra ce qui se passe, puis de toute façon on trouvera une solution, et puis pourquoi pas? Projet, alors c'était pas très prudent, mais il me semble qu'il y avait un regard en avant, hein, il me semble que si on regarde, alors outre que c'était l'armée qui a voulu faire ça, puis qui a forcé EDF à faire l'électricité, ça c'est encore autre chose, mais de se dire d'un point de vue scientifique, on produit ces trucs, et dans quelques années on arrivera à faire des nouveaux réacteurs qui vont réutiliser les trucs, et puis tout ça sera propre, c'est une forme de providence, de regarder à l'avance, et puis de se dire ça, mais c'était pas précautionneux, c'était pas justement pas la caution, et c'est pour ça qu'il me semble que, aussi peu religieux que moi je suis, je reconnais dans certaines attitudes que j'identifie comme religieuses quelque chose comme de l'obéissance, ou quelque chose comme t'as pas le droit, tu sais pas pourquoi, tu peux pas en rendre compte en termes de réseau ou d'explication, et tu sens que t'as pas le droit. C'est pour ça que je parle de précaution. J'aurais beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, mais c'est très intéressant quand même, comme vision de l'obéissance. C'est pas du tout celle que j'aurais proposée moi-même, mais elle me donne beaucoup à réfléchir. Et ce que je trouve le plus fort dans tout ça, c'est que c'est vraiment une façon honnête d'assumer la formule Deus sive natura. C'est-à-dire au fond de ne pas oublier le Deus dans Deus sive natura. Bon, là ça donne vraiment à réfléchir. Mais j'en dis pas plus pour le moment. Jack Stetter avait une question. Peut-être qu'il y en aura d'autres. I have more than one question. Jack. Many questions. Charles, you're gonna cooperate. You're gonna obey. Talk of bagels, I think, allows me to speak in English. It was a great talk. I think this is the first time actually someone gives a talk about a talk that was already given in the context of the seminar. So thank you for that. Well, not any talk, Latour. Latour's talk, which, look, it was good. I think it has some flaws. I don't think Latour is especially knowledgeable as Spinoza. So he has a lot of originality, but right. He is prone to making some mistakes. I think you're right that there's a major issue in his reading of Part 5 of the Ethics. I appreciated your effort in that sense very much. And I'm sure he will as well. I'm sure he will as well. He's a really nice guy and open to discussion. So it was nice to see anyway that effet de boucle, is already happening among us. It's exciting. So thank you for that. I guess I'm going to ask you some questions. Actually, I'm going to respond to a question you asked. I'm going to try to. And then I'm going to ask you a question. You asked, you continue to ask,
you're a little bit bothered by the status of the idea of the idea. Yeah, I need explanation. Yeah. And this is interesting because also we a month ago here had a speaker who spoke on this named Daniel Garber. The video's online now since last night. Great. And it's in French, you know, it's American, you know, multi-national situation. And so he does a good job exposing it. I think you should watch it. Basically, the common intuition, I would say, that he refutes is that somehow, you know, this would be where Spinoza discusses consciousness, you know. So intuitively, I guess you want an account of consciousness that would be given in terms of our awareness of the fact that we are in possession of ideas. And so people think, well, there you have it. That's consciousness for Spinoza. Exactly. He says, no, that doesn't work. So that's interesting. It's worth rereading. I think it's Ethics Part 2, Proposition 21, Scholium, where he, you know, says that the idea of the idea or the idea of the mind follows from the same causes as the mind itself, and the one is just the other formally. That's it. You know. So can I just read that? Nous avons montré que l'idée du corps et le corps, c'est-à-dire l'âme et le corps, sont un seul et même individu qui est conçu tantôt sous l'attribut de la pensée, tantôt sous l'attribut de l'étendue. Là, on comprend. Et après, c'est pourquoi l'idée de l'âme, idea mentis, et l'âme elle-même sont une seule et même chose qui est conçue sous un seul et même attribut, à savoir la pensée. Voilà. Et, en même temps, ça laisse beaucoup à désirer comme raisonnement, je suis d'accord. Bon, peut-être, faut voir ça plus près encore, mais à part cela, il y a d'autres problèmes sous-jacents à cela, que vous avez évoqués. Et donc je réponds juste vite fait. Vous avez demandé des renseignements sur la littérature, donc voilà. There's the issue of, yes, the different sorts of parallelism that are present in Spinoza. And you have, obviously, a sort of inter-attribute parallelism, and on top of which you also have a thought, everything else parallelism. So you have at least two parallelisms. You know, Geroux already talks about this. Yitzhak Melamed writes a lot about this. It's an interesting problem because it seems to put Spinoza in a sort of idealist position. You know, not only is there a parallelism between every attribute, but on top of that, there's also, for every attribute, a thought of that attribute. Thought has a sort of abundant position. So that's what we're looking into. Yitzhak's writing on this are Spinoza's Metaphysics, that's his book, it's good, Spinoza's Metaphysics, by Melamed. And Geroux talks about this as well, what he calls the parallélisme intercognitif, peut-être. Comment il dit ça? Oui, inter et intra. Cogitatif. Cogitatif, voilà. Bon, donc, voilà, les renseignements littéraires, enfin de la littérature, ça peut vous intéresser. Alors, maintenant, ma question, je vais vous poser un problème, plutôt, un grave problème, peut-être. Vous avez dit que, peut-être chez Spinoza, enfin, vous avez semblé vouloir paraphraser à ce moment-là Arne Naess, donc c'est pas clair si c'est vrai pour vous aussi ou pas, mais je pense que c'est vrai pour vous en même temps. Vous avez dit que peut-être on trouve chez Spinoza l'idée d'une valeur intrinsèque des choses de la nature au-delà de ce qu'ils peuvent nous apporter. C'était un peu votre objet désiré. Okay, well, you know, I mean, the problem is that Spinoza's pretty explicit sometimes. Let me cut that short. I didn't pretend Spinoza says that. That was Arne Naess, and I was talking about resonance. So I find an echo of a number of things around me. Naess, Frédéric Néra, and all these things. And I'm trying to see, because it makes sense to me, how I could fit that within a Spinoza's framework. Right, but it's clearly not in Spinoza. So, but tell me how it doesn't fit with Spinoza. Yeah, I was just going to say, I mean, there are three passages that I think, if you know, I mean, that would be really interesting to hear what you think about because they're kind of going to be the hardest for you to deal with. And so, Éthique 3, proposition 27, Scoli, Éthique 4, proposition 37, Scoli, et Éthique 4,
appendice, chapitre 16. Alors, je vais vous les lire rapidement. Au moins une qui est particulièrement frappante, c'est le Scully de proposition 37, la quatrième partie de l'éthique. Alors, Spinoza écrit, alors je lis en anglais, excusez-moi. This is Spinoza, it's an extract from that spolium. This is Spinoza. The law against killing brutes is based more on empty superstition and womanish compassion than sound reason. The rational principle of seeking our own advantage teaches us the necessity of joining with men, but not with brutes, or things whose nature is different from human nature. Obviously, the whole problem of understanding this passage is understanding what that means. And he continues, but the same right that they have against us, we have against them. Indeed, because the right of each one is defined by its virtue or power, men have a far greater right against the brutes than they have against men. Nevertheless, I do not deny that the brutes feel. Doesn't matter. But I deny that we are therefore not permitted to consider our own advantage. Very important principle of looking for our own advantage. Use them at our pleasure and treat them as is most convenient for us. For they do not agree in nature with us, and their affects are different in nature from human affects. So maybe I'll just leave it at that. No, that's clear. That's perfect. Thank you so much. It's very provocative for an apologist. That's great. Yeah. So I want to know what you think about that, I guess. I think Spinoza was a speechist pig, just like he was a machist pig. So fine, he's human. He's not reason itself. He's trying his best to produce a body of work in the ethics that makes as much sense to him, and that makes just fantastic sense to us. And there are parts where he fucks up. As far as I'm concerned, who am I to judge? Just what he says doesn't suit me. Right. So I have to reinvent Spinoza's answer to these questions, which he failed to answer satisfactorily for me. So I'm looking for other thinkers to complement this, which I think is not something I agree with. And but you're right. The problem is where beyond that point, how do you rework the mechanics? Because the beauty of it is the mechanics. Not just to take that part and then say we throw away the wheels and we just keep one wheel and we throw away three other ones, because then it doesn't work. So the question is how you go from such quotes. It's the same thing with women. La fin du traité politique. So comment on lit ça? Soit en essayant, en faisant des contorsions pas possibles, de montrer que finalement il n'a jamais dit que les femmes étaient inférieures et n'avaient pas droit, etc. Mais c'est difficile parce que quand même il le dit un peu. Soit ici on essaye de trouver d'autres passages qui nous feraient penser, qui ne pensaient pas que les animaux on pouvait en faire n'importe quoi. Voilà. Bon, on peut faire ça, mais pour moi, c'est pas l'objet. C'est d'essayer de toujours s'appuyer sur Spinoza, faute de mieux. Moi, si vous m'apportez un autre philosophe qui me donne tous les outils que me donne Spinoza et qui par ailleurs dit des belles choses sur les femmes et des belles choses sur les animaux, ben, je le mets à la poubelle tout de suite. Mais c'est pas le cas. Donc c'est à nous de bricoler pour se dire, bah tiens, comment le rapport que moi je sens de nouveau par une question d'obéissance, d'obligation, de devoir. Moi, je ne sais pas s'il n'a pas raison qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec les animaux. Pour répondre à ta question, Jérôme aussi. Pour moi, c'est vraiment un rapport d'obligation qui fait que je ne suis pas à l'aise de me dire, bah, tiens, je vais couper la tête d'un poulet pour le passer à la friture. Moi, je ne suis pas à l'aise. Je sens, c'est le sentir-penser qui fait que moi, je ne suis pas à l'aise de faire ça. Maintenant, est-ce qu'il a raison qu'on peut s'approprier les brutes, je ne sais pas quoi? Pour moi, ça ne veut rien dire. C'est pas un problème. Moi, j'ai ce sentiment, de nouveau, d'obligation, d'obéissance à une loi qui est écrite, je ne sais pas où, à mon avis, dans l'immanence. C'est pas, je crois, elle ne vient pas d'ailleurs, elle vient de mes rapports avec les corps et les animaux que nous sommes nous aussi, avec ce que je vois de la souffrance, imagination, avec les convenances, les oppugnantia, les conflits, les différences que je peux faire là-dedans, avec mon intellect, pas mon intellect, notre intellect qui passe un peu à travers moi. Et tout ceci me dit que non, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les animaux dans notre seul, only for our own advantage. Ça, pour moi, c'est faux, simplement, c'est faux. Et Spinoza a dit des choses fausses parce qu'il a dit ça. I think it's a very good answer. I mean, I guess the problem traditionally, is that we look to Spinoza as someone who, rejects the Cartesian position. For Descartes, animals, strictly speaking, don't feel anything. I mean, well, Spinoza is fine with saying animals feel things, but it doesn't stop him from saying it's even worse. It doesn't matter. It's even worse. So
for an ecologist reading, obviously, it's important to grapple You're with right. that. You're right. You pointed that. Oui, allez-y. Ah, et puis après on prendra la question. Sur la citation de discuter, il y a un développement très important dans le livre d'Hassan Arshad. Oui. Que j'ai pas lu. Ouais. Et où elle propose une interprétation, disons, qui te conviendra mieux. Donc elle essaye de se contorsionner pour sauver Spinoza. Oui, et de manière convaincante. C'est pas, je n'ai pas trouvé que c'était. D'accord. Voilà, c'était. Oui, parce que je vous donne la parole, Mario, mais dans ces affaires, il y a quand même chez Spinoza, enfin de toute façon tu l'ignores pas, parce que tu en parles dans ton livre très clairement, mais on oublie toujours un petit peu quand même la dimension machiavélienne de Spinoza. Et cette philosophie de la puissance, c'est quand même aussi une philosophie de la supériorité de la puissance. Les petits poissons sont mangés par les gros, dit Spinoza, et ça fait avec un droit naturel d'entier. Donc, effectivement, les animaux souffrent, les animaux sont opprimés, mais pas seulement les animaux. Enfin, je veux dire, il y a tas de gens, les enfants, les valets, les fous, les ignorants, etc. Il y a tas de gens qui en sortent pas enviables. Mais Spinoza, puis il y a aussi les enragés qu'on étrangle, etc. Et puis il dit bien que c'est un bon droit qu'on excuse un homme atteint de la rage d'être fou furieux, on l'excuse, mais on ne l'en étrangle pas moins. Hein. Bon. Donc voilà, ça c'est quand même une dimension du spinozisme un petit peu dur, un petit peu, mais qui est aussi un spinozisme de la puissance. On ne peut pas passer son temps à dire que Spinoza c'est une philosophie de la puissance, ce qui veut dire toujours une philosophie de la hiérarchie des puissances, pour ensuite dire il devrait être sympa avec tout le monde. On peut pas, enfin, alors il faut faire pour le coup des contorsions pour accorder les deux. Oui. Oui, mais là il me semble, alors j'ai pas lu le texte de Charles Jérôme, mais il me semblerait assez imaginable de construire un argument qui dirait au nom même de cette philosophie de la puissance, parce qu'il y a aussi des passages, alors moi je ne peux jamais citer le livre de l'éthique et puis la proposition, mais qui dit que plus grande est notre capacité à être affecté, plus grande est notre puissance d'affecter. Yeah, I think that's the right way to do it. Et donc de dire mon indifférence à la souffrance d'un animal a l'air d'être une sorte de je suis en haut du trône et puis je méprise tout ce qui est en bas et puis je l'exploite, etc. Mais qu'en fait, de même qu'une indifférence à la souffrance humaine peut se retourner contre nous, je ne sais pas, avec l'histoire de révolution ou autre, de même cette indifférence envers les animaux, je vais la payer. C'est un peu Aimé Césaire avec la colonisation, les effets boomerang, etc. Je vais la payer d'une façon ou d'une autre. Et c'est parce qu'on est indifférent à la sensibilité animale, pourrais-je dire, qu'on est très peu puissant, qu'on est en train de s'impuissanter dans notre rapport justement au Dieu qui est dans la nature. Et donc là, il me semble qu'on pourrait construire quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est un jeu. À savoir, je m'en fous que Spinoza soit raciste, ou soit sexiste, ou soit spécialiste. C'est vraiment le dernier de mes soucis, monsieur Spinoza, et ce qu'il voulait. Je l'aime beaucoup, et ça me fait un peu mal au cœur quand il dit des trucs contre les femmes. Mais c'est pas mon problème. En revanche, c'est plutôt un jeu interprétatif. C'est de jouer avec la mécanique pour réussir à montrer la puissance de la mécanique qui, surtout, nous fait sortir de notre pensée propre. À savoir, quand toi, tu parles d'obéissance et que tu mets l'obéissance en avant, ça me fait sortir de ma pensée propre que plutôt que sur les rebelles, etc. Donc, merci. Quand lui, il dit quelque chose sur les animaux qui va complètement contre moi, de se dire, tiens, c'est un défi. Comment on arrive à penser différemment les mêmes problèmes, pas sortir simplement avec le fait, moi, j'aime pas tuer les poulets, mais devoir raisonner en termes de puissance, pour justifier par ce détour le fait que c'est peut-être pas une bonne idée de torturer les taureaux, je sais pas quoi. Donc c'est ce défi-là à l'interprétation qui nous rend, il me semble, plus intelligents, et donc, mais qui a peu de rapport avec Monsieur Spinoza lui-même. Bien sûr, voilà. C'est sûr qu'on n'a pas d'intérêt dans cette boutique, je suis d'accord. Mario Donoso. Merci beaucoup pour votre intervention. Et je voudrais vous poser une question. Je voudrais bien que vous développiez un point que vous n'avez pas beaucoup développé à la fin. Et c'est par rapport, vous avez indiqué un peu sur la religion, vous avez fait la comparaison entre l'attitude qu'on devrait avoir, nous tous, même les sages spinozistes, envers ces dieux de la nature, du respect, de la prudence, même de l'obéissance peut-être. Et j'ai pensé au traité théologico-politique où Spinoza développe la religion, c'est-à-dire cette attitude envers Dieu, à partir d'un imaginaire, à partir de la production d'un imaginaire salutaire, qui produit les textes bibliques, l'écriture, les messages du prophète. Alors, je voudrais bien vous demander si vous pourriez développer
les points que vous avez touchés à la fin des médias. Parce que vous avez dit que, bien évidemment, il y a une production d'affectivité dans les médias. Alors, comment pourrait-on penser la production d'un imaginaire salutaire dans le sens écologique à partir de la production affective des médias? Alors, d'abord pour essayer, donc moi j'ai pas la réponse, parce que c'est très compliqué, c'est toute la pensée des médias qui est impliquée là-dedans, et de construire une pensée des médias à partir de Spinoza, moi j'en connais pas beaucoup, et là, enfin je sais pas, c'est peut-être, moi j'en vois de nouveau, en tant que tel, il y a Lorenzo Vitziguerra qui a fait ce super livre sur les signes, donc là on peut partir de ça, il y a plein de choses dont on peut partir, mais dans ces termes-là c'est pas clair. Alors moi je reprends juste sur l'affect, vous avez parlé d'affectivité, et alors, de nouveau, moi je tiens vraiment à faire la distinction, même si les deux sont liés, entre ce qui est de l'ordre de l'affectio, dont on a vu que c'était plutôt ce qui nous affecte, presque comme une sensation, et puis l'affectus, qui est l'affectif, au sens où il y a des émotions, etc. Donc lorsque vous parlez de production d'affectivité, vous parlez plutôt d'affectus, ou simplement production d'images qui nous affectent. Je pense que c'est tous les deux, parce que vous parliez de la force. Alors on a l'image qui nous affecte. Il y a aussi un discours qui produit une signification chez nous, qui va produire une ethos peut-être, qui va créer une tendance, comme vous disiez, quand vous rencontrez une personne. D'accord. Alors, pour moi, une des questions, mais là, moi je suis vraiment débutant sur le problème, c'est de se demander, est-ce que la distinction que moi je vous propose de faire entre les usages du mot affectio et les usages du mot affectus, de nouveau, c'est le jeu interprétatif. Vu qu'il emploie deux mots, il y a deux choses. Moi, je lui fais confiance de ce point de vue-là. Il y a deux mots, donc il aurait employé le même mot s'il n'y en avait qu'un. Donc, mon problème, c'est de se dire pourquoi, de nouveau, un truc distributif, dans quel cas il a employé affection, dans quel cas il a employé affectus, et puis on regarde. Première question. Moi, il me semble que c'est important de les distinguer. Après, une chose qu'on pourrait dire, peut-être que vous la suggérez ici, c'est que oui, il emploie deux mots, parce que ça désigne deux choses différentes, disons, mais ces deux choses sont tellement liées entre elles qu'on ne peut pas être affecté par une image sans avoir une émotion, un affect, sans avoir quelque chose qui nous l'a fait détester, aimer, etc. Là, moi déjà, je ne sais pas. Pour moi, c'est pas évident, ni quand j'essaye de comprendre le monde, ni quand j'essaye de me souvenir de qu'est-ce que dit Spinoza, si on peut vraiment distinguer ces deux niveaux. Moi, peut-être que vous avez la réponse, vous connaissez mieux Spinoza. I think at a very basic level, you're right. I mean, for any affection, there will be an affect, it seems. Mm-hmm. Now, the issue is whether affects, we can have them without being aware of them. I think so. But, on a really basic level, affects are just sort of ideas, as he says, that of the increasing or decreasing of the power of the body. Mm-hmm. Well, anything that happens to the body, any affection of it, will, presumably, now, either increase or decrease its power of acting. Now, I guess there are cases where it does neither, and in which case maybe there's not an affect. So I guess you can have affections that don't give affects, but I think you know what I'm saying. So I think there's a sort of immediate sort of one then the other. I'm going to give you an example. And tell me what to do with it. I guess it's fictional example because it's unrealistic a little bit. But say the first time I see a certain animal, I see an image, I can recognize features of this looks like a face, this looks like the legs, etc., etc. That's the first time I see that part of nature. Then, just like I was saying for racism, this image is associated with something dangerous. So the second time I see it, I see the image of the animal and sort of a scream, and I suspect that somebody has been damaged by this animal. And 3-4 times I associate the scream with the image of the animal. The fifth time I will see only the image of this animal, according to, I don't know quelle proposition c'est, je vais associer l'image, l'affection, l'image sensible de l'animal à un affect de peur. Je vais associer l'affection des traits de cet animal à l'affect, affectus, de crainte, parce que ça va saigner, Et donc là, il me semble que
sur cette séquence-là, mais de nouveau c'est l'histoire de récursivité, sur cette séquence-là on peut distinguer, la première fois il y avait, et ça c'est freudien, enfin, je crois que c'est même, enfin, c'est l'affect au sens freudien, on peut distinguer la représentation de l'affect chez Freud, et de même on peut distinguer l'affection, en gros affection ça serait représentation chez Freud, et puis affect ça serait affect chez Freud. Et là je crois que moi j'ai envie de dire qu'on peut les distinguer, parce que la première fois que je vois quelque chose, c'est pas forcé que j'ai les affects qui se construiront après coup. Oui, non, c'est certain que nos affects puissent être modifiés par la suite en fonction d'autres affections. D'autres affections, ouais. Mais je pense que, enfin, Charles, vous allez dire ce que vous en pensez, mais il me semble que on peut pas. Enfin, non, c'est compliqué. Ouais, tout à fait. C'est compliqué. Et on peut pas. Tout est compliqué chez Spinoza. C'est ensemble. spécialement compliqué ici, ouais. Mais il me semble que si je, pour Spinoza, enfin, je suis affecté par quelque chose, disons, ok, une image. Je pense. La question est, est-ce que je peux être affecté par cette image et mon pouvoir d'agir du corps peut rester exactement comme c'était avant? Ça, c'est un peu la question technique. Après, comme je peux être affecté, et puis affecté, et puis affecté, ça peut finir par créer cette espèce de mécanisme dont vous parlez, où vous avez une image qui donne lieu une sorte de... Voilà, Spinoza décrit, enfin, dans sa physique un peu pauvre, comment le corps sera plié de sorte que les autres petits corps rebondissent dessus, etc. Comment on développe une mémoire de l'association qui fait que, voilà, on a des affects qui se renforcent avec le temps, etc. Des affections qui renforcent certains affects, voilà, tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi, Mario, il me semble que tu demandais autre chose. Oui, par exemple, je demande le fait, je ne suis pas en train de penser dans le cadre de l'éthique, mais plutôt dans le cadre du traité logico-politique. Moi, je connais très mal. Par exemple, on trouve un discours, qui est le discours du religieux, qui est un discours fait pour l'obéissance, pour le respect envers Dieu. Alors, j'aimerais bien prendre l'exemple de la Fox. On voit dans la Fox deux choses, l'affectus. Les deux sont affectés. Parce que déjà, l'image qu'on voit à la télé, ça nous affecte. C'est une image qui nous affecte déjà, comme l'animal. Alors ça nous produit de la peur. On la voit plusieurs fois et on s'habitue. Et dans l'image, il y a une autre chose qui est une transmission déjà des craintes, des peurs, ou je ne sais pas quoi. Alors je pense que ça c'est tout mélangé. C'est pour ça que je vous posais la question immédiate, pour voir comment produit-on des images qui entraînent les deux formes d'affectivité pour produire un imaginaire salutaire, écologique, pour ainsi peut-être avoir une sorte de respect vers la nature et ses dieux. Ok. Là, il me semble que si on parle justement d'écologie des médias, ce que j'ai essayé de mettre là-haut, ça serait, alors de façon vraiment simpliste et sans doute intuitive et donc pas très intéressante, ça serait de dire d'agencer ces corps artificiels que sont les corps et les res medialia à partir de l'intelligence collective qui nous permet de comprendre, à la raison ou l'intellect, qui nous permettent de comprendre les convenances, les différences et les conflits, les oppugnances entre les choses. Et qu'un bon travail d'information, ça serait un travail qui justement resituerait les images qu'on voit dans des informations statistiques, dans des différences, dans des rappels de convenance entre ce qu'on est en train de voir et puis les causes qui produisent ce qu'on voit. Tout en bas ici, j'ai repris ce fameux texte sur les conséquences sans les prémices. Notre expérience du monde, depuis qu'on est né, on ne voit que des conséquences et c'est nous qui devons essayer de comprendre les causes de ces conséquences. Donc on est toujours donné, les affections, elles nous viennent toujours comme des conséquences et c'est toujours les prémices qui nous manquent. Une bonne, alors un système d'information, parce qu'après les médias ça peut être plein d'autres choses, les films documentaires ça peut être autre chose, ça produit bien d'autres choses que simplement des compréhensions du monde. Voilà. Mais, attends, où est-ce que j'en étais j'ai perdu le fil. Oui, justement. Moi, pourquoi ça m'intéresse ça? Parce que 1956, Günther Anders, qui écrit de l'obsolescence de l'homme et qui a ce merveilleuse partie sur les fantômes, les médias, la télévision nous transforme tous en fantômes,
Il dit qu'est-ce que c'est que les nouvelles télévisées, les faits divers qu'on voit aux nouvelles télévisées, c'est justement, et typiquement le type qui dit Allah Akbar qui est avec un couteau, c'est des conséquences sans les causes, c'est des conséquences sans les prémices. Tous les soirs, et pourtant de temps en temps, je regarde des fois la télévision le soir aussi, j'aime bien regarder regarder ceux qui circulent comme affection entre nous, et ben de temps en temps je me dis, tiens là le type il a fait son boulot, bravo. Il nous montre le truc et il nous donne des éléments pour comprendre les prémices, qui ne sont pas du tout dans l'image, qui ne sont pas du tout là-dedans, et il nous aide à comprendre ça. Donc ça c'est un certain type de fonctionnement médiatique, je pense aux nouvelles de 20h. Mais après, faire un film, faire une chanson, il y a plein d'autres choses qui ne peuvent pas être réduites à ça, c'est clair. Mais là, par exemple, pour moi, ça fait sens. Peut-être qu'il y aura d'autres questions encore. Je voudrais juste, oui, encore une fois, mais avant de vous donner la parole, je veux juste dire une chose sur l'histoire d'affect, affectus, affectio. Oui. Juste un petit mot. J'ai bien réfléchi à ce que vous disiez à votre dialogue bilingue. Si vous voulez, chez Spinoza, il y a ce que j'appelle souvent un cauchemar engendré par la raison elle-même. C'est-à-dire, et dont elle est évidemment le seul remède possible. C'est une position un petit peu délicate, un peu kantienne par certains côtés. Le cauchemar vient du fait que la nature est en totale continuité. Et donc, il n'y a aucune transition dans l'ordre des choses entre les bêtes, les animaux, tous les intermédiaires existent dans la nature, tous les monstres sont possibles, etc. Et donc, il y a un ordre de la réalité qui est un ordre de la puissance infinie, qui est un ordre des rencontres sans aucune limite. Bon, et ça, ce monde, il est cauchemardesque. Parce qu'évidemment, on peut tout à fait s'attendre à rencontrer des bêtes effrayantes, des grosses mouches, des araignées géantes, et c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, ça a existé. Bon, et ça existera peut-être. Mais alors, contre ça, la raison est donc c'est ce que j'appelle ça c'est un peu le règne de la quantité, si on veut. Parce que tous les degrés de puissance sont représentés. Et pour ne pas devenir fou devant un monde pareil, la raison est obligée d'introduire des ruptures qualitatives, imaginaires bien sûr, mais néanmoins indispensables. Et ces ruptures qualitatives, ce sont les affects. Parce que les affections, quel que soit l'objet qu'on rencontre, l'air qu'on respire, les gens que je vois, je suis tout le temps objet d'affection, c'est-à-dire de modification imperceptible de mon corps. Mais si je devais tenir compte de chacune de ces rencontres minuscules, je deviendrais dingue. J'ai besoin de stabilité. Donc je découpe la réalité en gros affects. Il y a la haine, il y a la joie, il y a la jalousie, il y a la générosité, etc. et qui sont stables. Et donc, effectivement, l'idée de faire correspondre un affect à toute affection est simplement absurde. Les affects, d'une certaine façon, sont découpés dans la réalité pour compenser sa variabilité infinie et nous donner des notions stables, mais qui sont essentiellement, comment dire, littéraires, c'est-à-dire que ce sont des noms. Mais est-ce que je peux reprendre ça, je trouve ça brillant, merci beaucoup. Moi, juste à la fin, je ferai un truc un petit peu différent. Oui. À savoir, je n'avais jamais pensé à ça, et c'est ça que je trouve brillant, de dire le monde est un continuum, Voilà. et tu as dit que c'était un continuum avec de l'infini, si on prend les Voilà. Et donc, moi, tout à l'heure, ce dont je parlais avec mon inconstructible, ou ma valeur intrinsèque, ou toutes mes âneries de reste, machin, le tissu par rapport. Ces choses, c'est cet infini continuiste au sein de que le réseau comme tel va dire bah là il y a un point, là il y a un point, là il y a une frontière, là il y a des trucs, là il y a des êtres, donc ça c'est peut-être la même chose. Et toi tu dis maintenant, en fait, moi j'appellerais ça des catégories, on doit catégoriser le monde. Voilà. Et justement ce continu, on ne peut pas, l'arc-en-ciel, eh ben, on doit dire ça c'est du rouge, puis ça c'est du jaune, et puis ça c'est du violet, etc. Donc on a le continu et on doit le prendre par des catégories, et ce que tu as... Donc, en revanche, moi je dirais les affects eux-mêmes, ils peuvent être du continu, je peux haïr plus ou moins. Je peux aimer manger plus ou moins. Donc moi je verrais du continu dans les affects qui doit passer par du discontinu dans la catégorisation. Et ce que j'avais pensé, c'est que c'est les affects qui nourrissent ce besoin de catégorisation et qui instaurent justement des réseaux, des grilles qui sont forcément réductrices, forcément simplificatrices par rapport au continuum du réel. Et là c'est tout ce que j'essayais de dire de là avec l'extractivisme qui fait qu'on doit avoir des figures, des catégories, du chiffre, du quantifié, et que ça c'est nourri par l'affect qui pour moi peut quand même être plus ou moins continu, et que c'est ça qui nous sauve de la perte complète dans l'infini de chaque grain. Et la folie, absolument. Bien sûr, des flux, l'exposition complète au flux. Very good correction, Charles. Very good. Yeah. Monsieur Vidal, oui. Je vais revenir un peu en arrière dans la discussion, même au tout début de ta présentation, point de départ sur le Deus Sive Natura.
Et il me semble qu'il serait intéressant de s'arrêter juste sur le natura à un moment et de suspendre le lien entre les deux, en soulignant quand même qu'il y a quelque chose dans la définition que Spinoza propose de la nature, quelque chose d'extrêmement troublant pour un écologiste. Parce que proposer comme définition de la nature l'ensemble infini des concaténations de causes et d'effets, ça inclut des réalités comme la pollution ou le capitalisme. Ouais, absolument. Le capitalisme est une réalité naturelle. Absolument. Et évidemment, par rapport à l'usage courant de la notion de nature dans un discours écologiste répandu, absolument, ça pose problème. Ouais, super. Ouais, très bien. Et on pourrait même dire que puisque le système capitaliste est un sous-système de la nature, et un sous-système qui est un peu total pour nous, on pourrait poser l'équation capitalismus sive natura et se demander que faire de ça en tant que spinoziste. Mais ça c'est merci, ça c'est vraiment très bien. En fait, je voulais parler de ça, enfin pas de ça parce que c'est plus brillant que ce que je voulais dire, mais de ces questions de l'usage commun de la référence à la nature dans le discours écologique qui fait problème. Et surtout quand on parle de Bruno Latour. À savoir, moi j'ai sucé le lait de Bruno Latour depuis tout petit, et donc j'ai cru comprendre que parler de culture contre nature, tous ces grands dichotomies de la modernité, qu'on rigolait. Quand même pas, voilà, on n'a jamais été moderne, et puis bon, c'est vraiment idiot d'être maintenant, etc. Donc, parler de la nature pour se référer aux petits oiseaux, et puis à l'herbe verte, ou alors à une île déserte, et qu'au contraire, une usine, ça ne serait pas naturel, à la fois c'est intuitif, parce que oui, c'est vrai qu'une usine, c'est pas tant, on ne pense pas que une usine c'est naturel, et puis qu'un terrain vierge, wild, wilderness, ça c'est naturel. Voilà. Donc, comment, là je me suis référé à Latour, pourtant en gardant cette présence de la nature. Et moi, de nouveau, dans les échos que je sens aujourd'hui, dans ce que je lis ou ce que j'entends, il y a des gens comme Catherine Larère, il y a pas mal de gens qui se réclament d'une pensée écologiste, qui justement nous disent est-ce que ça ne serait pas le moment de se méfier de la méfiance envers le mot nature? À savoir, ce mot nature, il a été tabou parce que justement c'était les petites herbettes et puis les chants d'oiseaux, et que ça, on n'y croyait pas, que cette dichotomie était vraiment leurrante. Donc on voit des écologistes qui reprennent ce mot de nature, et pas simplement des naïfs qui n'ont jamais pensé à ça, mais qui se disent, et moi pour moi, on a fait un numéro de multitude là-dessus, parler d'écosystème. Voilà, l'écosystème, c'est quand même plus objectif que de dire nature, c'est pas tout le romantique qui vient avec des petits oiseaux qui vient là-dedans. En même temps, la conclusion qu'on a eue à plusieurs en faisant ce dossier, c'est parler d'écosystème, c'est déjà le ver dans le fruit. À savoir, parler d'écosystème, c'est justement faire comme si les réseaux pouvaient suffire à rendre compte de la vie. C'est comme si les réseaux rendaient compte des tissus. Alors que si on dit nature, et bien justement parce que, alors pas forcément parce que Deus natura, mais il y a quelque chose dans la nature qui passe peut-être par un truc ridicule qu'on pense les petits oiseaux. Maintenant, il se trouve que j'habite à la campagne et les petits oiseaux, je suis vachement sensible aux petits oiseaux. C'est vraiment con, vous m'auriez dit ça il y a 20 ans, il est vraiment sénile, et peut-être que je suis sénile, mais les petits oiseaux, ça me fait du bien. Alors bon, peut-être que c'est la sénilité, mais, et donc de parler de nature comme ça, alors d'abord je constate que les gens intelligents, et pas seulement naïfs, le font. Et qu'ils le font pour plein de raisons, mais en particulier pour dire que écosystème, c'est une sorte de langage hyper techniciste, qui fait que lorsqu'on parle avec des gens, on est déjà du côté de l'expert qui nous explique ce que c'est, et que c'est largement les experts qui ont foutu en l'air la nature, et que les gens qui parlent de la nature peut-être sont beaucoup plus justes que les experts qui nous parlent d'écosystème. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, cette nature des petits oiseaux, où est-ce qu'on pourrait la mettre ici? Moi, justement, je la mettais là. Alors, et là, on voit justement qu'on ne peut pas la mettre là. Pourquoi? Parce que Deus sive natura, je l'ai mis là pour le mettre quelque part, mais je l'ai mis aussi tout autour, parce que forcément le capitalisme, forcément ce truc-là, c'est parfaitement naturel.
ce truc-là, c'est naturel, comme ce truc-là, comme les petits oiseaux, comme tout. Donc, tout ce qui est là-dedans, y compris le capitalisme, y compris la gouvernabilité algorithmique, tout ça, c'est naturel, parce que c'est Deus natura. Et pourtant, il y a quelque chose qu'on a eu l'habitude d'appeler nature quand on l'opposait à l'industrie, qui fait des petits oiseaux, qui fait des trucs, et que là, j'ai mis ce mot-là que je n'ai pas explicité. Vous avez peut-être vu que j'ai mis res, des choses immedialia, je n'ai pas mis immédiates, mais j'ai mis immedialia, les choses qui ne seraient pas passées par des médias. Et mes petits oiseaux, alors je les entends avec une oreille qui est complètement médialisée, parce que moi non, j'entends Messiaen quand j'écoute les oiseaux. Hein, Messiaen faisait sa musique à partir des oiseaux, et maintenant, lorsque j'entends des oiseaux, je me dis, ah, bah, tiens, je pense à Messiaen, souvent, les chants d'oiseaux. Donc là, ça prouve que c'est pas la nature brute qui me parle à mon corps brut, c'est pas immédiat. N'empêche qu'il y a quelque chose qui n'a pas été construit par moi, c'est ma perception, elle a été construite par Messiaen, mais le petit oiseau qui chante, alors il chante sur un fil électrique, donc c'est clair que c'est pas la nature wilderness. N'empêche que ça, moi je ne l'ai pas construit, ni moi, ni nous, humains. Ce chant d'oiseaux-là, on l'a influencé, on l'a conditionné, on tue les oiseaux, on les nourrit, on les fait vivre, donc forcément ils sont dans un monde à la fois naturel et social et culturel, mais cette chose qui n'a pas été construite, ces tissus de choses, ces choses immédialia, alors j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est très problématique de parler, Jacopo en parle, essaye de parler justement d'immédiateté médiale ou de médiation immédiate, etc. Il me semble que c'est vraiment à l'horizon du type de problème qu'on se pose ici. Et donc, il faut penser à la fois à la nature comme tout ça, et puis comme quelque chose dans la nature qui justement, alors est-ce que c'est Dieu? C'est bizarre de dire que Dieu est là, mais il est partout, parce que partout il y a de l'inconstructible, y compris là-dedans, y compris dans l'oiseau, y compris ceci. Et en ce sens, il me semble qu'on peut récupérer ce mot problématique de nature, avec en plus, et là c'est les latinistes qui pourront m'aider, mais il me semble que natura, ça veut dire qui est un être, ou pas? Natura, hein, natura, morituri et salutant, ceux qui vont mourir te disent bonjour, natura, nati, c'est celle qui est un être, ou alors natura, les choses qui sont un être. Et là, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser anthropocène, génération. Le capitalisme dont tu parles, qui fait partie de la nature, il fout en l'air la nature pour ceux qui sont un être, pour ceux, celles, ou voilà, pour les animaux, pour les plantes. On est en train de foutre en l'air ce qui est un être, et que justement, peut-être que cette obéissance, peut-être que ce respect, c'est du respect pour la nature, pour ceux, celles et ceux qui est un être, pour que ça naisse pas dans des conditions trop dégueulasses. Et là, il me semble que, de nouveau, ce mot nature, il fait plein de problèmes. Il me semble que les gens d'Escola, la Tour, etc., ils nous ont fait comprendre que c'était pas simple. Vous ne pouvez pas être naïf avec ça. Si on l'oppose à la culture, si on l'oppose à la société, si on l'oppose à machin, il y a plein de problèmes, donc on ne va pas le faire naïvement. Et pourtant, peut-être que de récupérer de nouveau prudemment, pour le coup, ce serait vraiment plutôt providence ou précautionneusement, il y a quand même pas mal d'avantages, et peut-être que c'est pas justifié. Mais merci d'avoir posé ça, c'est central. D'autres questions, peut-être? Non? Il y a des étudiants, des doctorants, peut-être Van Norver, Myriam, Nicolas, Carmen, gens qui connaissent la tour ici. Il est tard déjà. Il est tard, non, mais je ne voulais pas vous laisser une chance avec une dernière question éventuellement, non? Bon, on s'en tient là. Écoutez, dans ce cas-là, on va le faire. On va d'abord remercier donc notre conférencier une fois de plus.